Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur ce magnifique plateau de TF1 pour notre 4e matinale organisée par notre cabinet, dont le thème est droit du travail, la réforme impossible sans point d'interrogation. Pourquoi sans point d'interrogation? Parce que nous avons souhaité effectivement autour de ce plateau réunir comme d'habitude des invités prestigieux qui nous permettront peut-être de mettre un point d'interrogation à la fin de cette manifestation. Invité prestigieux que je vais me permettre de vous présenter immédiatement. À ma droite, Laurent Marquet-Vasselot, bonjour. Vous êtes avocat associé au bureau Francis Lefebvre, membre du directoire et professeur des universités associées à Panthéon-Assas. C'est à ce titre d'ailleurs que vous avez été sollicité très en amont de la réflexion sur la loi travail et je me permettrai de vous solliciter sur ce point dans quelques instants. Bertrand Martineau, bonjour. Vous êtes économiste. Ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Vous avez récemment, très récemment d'ailleurs, je crois qu'il est sorti il y a peu de temps, écrit un ouvrage qui est au cœur de notre sujet de ce matin, Un autre droit du travail est possible. Vous allez peut-être précisément nous permettre de mettre un point d'interrogation au thème de cette matinale. Jean-Dominique Simonpoli, bonjour. Vous avez créé en 2003 l'association Dialogue, qui aujourd'hui fédère plus de 80 entreprises. Vous avez une carrière dans les entreprises, mais aussi une carrière syndicale. Et votre association a pour but de fluidifier précisément le dialogue social dans les organisations. D'essayer en tout cas. Nous aurons l'occasion effectivement d'échanger avec vous sur qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans le dialogue social que nous avons connu ces derniers temps. Xavier... Pardon, excusez-moi, je ne vais pas vous appeler par votre prénom. Xavier Moulin, bonjour, je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes le DRH du groupe Eurotunnel et vous nous apporterez la vision du directeur des ressources humaines en conclusion de ce débat. Laurent Marquet-Vasselot, je vais me permettre de commencer par vous, puisque vous avez eu l'occasion, en amont des réflexions concernant la loi travail, de réfléchir effectivement à la finalité de cette loi, et j'aimerais vous proposer de nous poser le cadre des intentions initiales de la loi et de nous permettre d'être plus à même de comprendre comment elle a évolué à ce jour, en sachant que l'évolution n'est pas terminée. Il suffit d'en poser le cadre. La situation peut paraître assez contrastée. Article 49.3, qualificatif de voyous, de terroristes, conflit du travail, menace d'action en justice au titre de l'entrave à la liberté du travail, au titre de la diffamation. On peut se poser une question assez simple. Comment en est-on arrivé là ? Pour essayer de poser le cadre de ce qu'ont été les prémices de la loi travail, je crois qu'il faut en revenir à une période un peu plus ancienne. Le temps passe vite, nous sommes en février 2015 et le Premier ministre ouvre auprès des partenaires sociaux une réflexion visant à donner une place beaucoup plus large à la négociation collective dans la construction du droit du travail. Pour ce faire, il saisit le président de la section sociale du Conseil d'État, Jean-Denis Combrexel, d'une réflexion dans un cadre dont on n'a sans doute pas mesuré à l'époque qu'il était particulièrement ambitieux. Et je le cite, « faire des propositions ne se limitant pas à des aménagements du cadre législatif actuel, mais ouvrant des perspectives nouvelles et audacieuses, capables de moderniser en profondeur notre système des relations collectives ». Et donc l'ambition de la loi était déjà posée en réalité il y a de nombreux mois. Le deuxième acte, qui peut paraître anecdotique mais qui a probablement son sens, tient à la publication d'un ouvrage venant de ce que nous pourrions appeler la gauche intellectuelle, c'est-à-dire Robert Badinter et le professeur Arnaud Lyon-Camp, qui ont ouvert une réflexion peu commune venant de cet horizon sur la complexité du droit du travail, le défaut d'efficience de cette discipline et donc de façon implicite mais certaine une forme de remise en cause de l'efficacité de la protection pour le salarié au regard de la situation de l'emploi. Et cette évolution assez significative, elle a conduit probablement les pouvoirs publics à réfléchir en lien avec la place de la négociation collective à la nécessité de déterminer un certain nombre de principes essentiels ayant vocation à constituer l'ordre public absolu, non dérogeable et laissant ainsi toute sa place à la négociation collective. Vous m'avez compris, il s'agit des principes qui ont été dégagés, écrits par la commission Badinter, également
composée de sages et visant à déterminer à droit constant ce que sont les principes essentiels du droit du travail en cette matière. Donc les intentions initiales étaient bonnes. Donc les intentions initiales étaient bonnes, en tout cas elles étaient louables, c'était de promouvoir un droit davantage adapté à la situation de l'entreprise et par des négociateurs qui eux-mêmes avaient été promus. Et je crois qu'il ne faut pas oublier 2 points qui sont essentiels dans la perspective d'évolution de la loi. C'est la loi de 2008 qui, pour nous, est une loi essentielle dans la mesure où elle donne aux organisations syndicales, par la voie de l'élection, la légitimité à produire la norme en droit du travail. Et c'est un certain nombre d'autres dispositifs, parmi lesquels la loi Rebsamen d'août 2015, pas si ancienne que ça, qui simplifie notre droit des relations collectives et qui donne une lisibilité plus grande au jeu des acteurs en cette matière. Et donc, la genèse de la loi, on ne peut pas lui tenir rigueur de n'en pas trouver des principes qui sont assez fondamentaux et assez directeurs. J'ajoute, pour être tout à fait complet, que cet état d'esprit s'est retrouvé dans un certain nombre de rapports assez convergents, parmi lesquels le rapport de l'Institut Montaigne, qui lui-même promeut la négociation collective, va probablement beaucoup plus loin, peut-être beaucoup plus loin dans la détermination de la capacité des acteurs à réformer le droit du travail, puisqu'elle, notamment, favorise à la fois la négociation d'entreprise, on y reviendra, et l'accord d'entreprise comme pivot de la réforme du droit du travail. Elle promeut le référendum, c'est un point sur lequel on reviendra peut-être, qui est beaucoup plus discuté en cette matière, mais c'était un point essentiel. Mais elle fait, au regard de l'ordre public dont on avait voulu déterminer les principes, la négociation collective comme étant le facteur d'évolution de la norme. J'ajoute que venant d'un horizon un peu différent, Terra Nova, dans un même domaine, a trouvé probablement une voie médiane entre cette notion de principes fondamentaux et d'inefficience du droit du travail. Est enfin arrivé, un certain nombre de ceux qui sont autour de cette table y ont contribué, le rapport de Jean-Denis Combrexel, dans le détail duquel on ne reviendra pas, mais qui place, je pense, les pouvoirs publics, probablement notre société, en face de ses responsabilités, c'est-à-dire est-ce que la négociation collective et l'accord collectif est le vecteur, le levier qui permet d'adapter nos réalités économiques et sociales à la situation du pays et plus précisément encore à son taux d'emploi et de chômage. La réponse est plutôt oui. Et la réponse est probablement oui, sans doute sous certaines réserves. La conviction qu'on peut avoir, c'est que autant il y a un souffle conventionnel qui est très fort, qui est en réalité très ancien. Si on prend un peu de recul, les lois Auroux connaissaient déjà la négociation dérogatoire, connaissaient déjà un certain nombre de principes très avancés en cette matière. Les lois Fillon et les lois Bertrand ont promu également une négociation collective qui a été au cœur de l'évolution du droit au travail. Ce sur quoi nos débats peuvent porter, c'est la réalité des acteurs au sein du pays, et plus précisément, je dirais, des élites. Je ne suis pas certain que les élites acceptent de considérer dans un pays où le droit légal, le droit réglementaire est profondément ancré, que la substitution à la norme conventionnelle soit facilement acceptée. On reviendra peut-être aussi sur le débat judiciaire, c'est-à-dire sur le contrôle de la norme conventionnelle par le juge, parce que je pense qu'il faut enlever l'illusion selon laquelle le droit conventionnel est un droit qui est plus simple, c'est un droit plus adapté, mais c'est un droit éclaté, et c'est un droit en réalité qui est beaucoup plus complexe. Mais la philosophie de la loi était très claire de ce point de vue-là. En revanche, il est assez certain, mais nous y reviendrons sans doute, qu'elle a été mal expliquée, qu'elle a été mal présentée, et qu'elle est venue, en réalité, se voir polluée par un certain nombre de dispositifs qui ont rendu sa présentation à la fois excessivement complexe et qui ont été le centre de forces qui l'ont totalement déstabilisée. Sans doute pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'ambition de cette loi a été de contenir des droits nouveaux pour les salariés. Je pense au compte personnel d'activité qui n'a pas fait véritablement l'objet d'une étude d'impact, qui a probablement été présenté de façon trop rapide et qui n'a pas eu probablement la portée qu'il devait avoir. En deuxième lieu, cette loi a fait l'objet sans doute de tendances d'une autre nature que la tendance conventionnelle et visant à compléter son dispositif d'un certain nombre de mesures qui visent à donner plus de flexibilité à l'entreprise et qui, elles,
ces dispositions ont été parfaitement incomprises. Je pense à des dispositions qui sont relatives à la cause économique du licenciement et la redéfinition de la cause économique du licenciement qui a suscité des réactions particulièrement vives à l'occasion de son introduction dans le dispositif lui-même. Et je pense à un deuxième sujet qui est celui de ce qu'on pourrait appeler la barémisation des indemnités de rupture, c'est-à-dire la sécurisation pour l'employeur, et notamment les petites entreprises, du contentieux du licenciement économique individuel et de la volonté de fixer un cadre permettant de sécuriser ces ruptures du contrat de travail qui, là aussi, a été sans doute assez mal présenté, assez mal compris et a suscité des réactions les plus importantes. Il en est résulté, on reviendra sans doute sur ces sujets, un ensemble législatif qui procédait d'une ambition très forte, probablement portée par des principes fondamentaux qui étaient satisfaisant, mais qui a fait l'objet d'une présentation incomplète et qui aujourd'hui, on doit à la vérité de le dire, a été amputé d'un très grand nombre de ces dispositions. J'évoquais la notion de cause économique, j'évoquais le barème des indemnités de rupture, et qui est aujourd'hui dans une situation d'extrême confusion. On sait que le Sénat a modifié une grande partie des dispositions adoptées par l'Assemblée par la voie du 49.3, et il faut bien reconnaître que l'ambition que portait cette loi est aujourd'hui particulièrement affaiblie et qu'on peut douter très largement que cette réforme puisse porter ses fruits. En tout cas, ayons l'humilité de dire que nous sommes dans une situation d'incertitude très fort au regard de principes fondamentaux qui pourtant devaient lui donner une très grande lisibilité. Oui, effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est que va-t-il en rester ? Bertrand Martineau, lorsque nous avons discuté ensemble en préparation de cette matinale, vous me disiez qu'il aurait peut-être fallu s'y prendre autrement. Est-ce que vous pourriez nous donner plus d'éléments sur votre position ? Alors, déjà, je voudrais commencer par le fait que, objectivement, c'est difficile de réformer le droit du travail, pour des raisons qui ne tiennent pas uniquement lieu à la plus ou moins grande habileté d'un gouvernement. En fait, il y a trois difficultés qu'on a quand on veut réformer le droit du travail. Le problème, c'est qu'il y a déjà l'éclatement du système productif français en des entreprises et des secteurs qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes, ne sont pas exposés de la même manière à la concurrence. Ça va des entreprises quasiment publiques jusqu'à des petites entreprises ou des grandes entreprises très ouvertes à la concurrence. Public-privé. Donc, vouloir réformer le droit du travail pour que ce soit à la fois adapté à la start-up qui vient de se créer et à un grand groupe du CAC 40, déjà, c'est pas évident. Et ça se voit d'ailleurs très concrètement dans les divergences patronales qui deviennent énormes entre les artisans, le MEDEF. Le même MEDEF est tiraillé lui-même entre différentes parties. C'est extrêmement difficile de prétendre avoir un droit du travail homogène et à peu près uniforme pour tout le monde. Ça devient de plus en plus compliqué. Ça a toujours été difficile, mais là, ça devient franchement compliqué. C'est ce qui explique qu'on empile, en fait. Tout à fait, voilà. Alors, avec des dérogations, des seuils, etc., dans tous les sens. Ensuite, le deuxièmement, c'est l'éclatement des statuts du travailleur. Le travailleur en France a maintenant des statuts de plus en plus éclatés. Alors, on connaissait le CDD, l'intérim, le CDI, mais il y a aussi maintenant des relations à trois avec le portage salarial. Il y a même maintenant des choses assez innovantes, le CDI dans l'intérim. Oui. Vous avez les travailleurs indépendants, qui sont parfois économiquement dépendants et qui ne sont formellement pas dans le droit du travail. Donc, vous avez un éclatement extraordinaire des statuts du travailleur, alors que vous avez un droit du travail qui est fondamentalement construit pour, en gros, l'ouvrier en CDI, dans la grande entreprise plus ou moins protégée, homogène, avec des problématiques homogènes, c'est-à-dire des temps de travail uniformes, des questions de pénibilité à peu près uniformes, des ouvriers à peu près interchangeables et peu éduqués. Et faisant une carrière longue. Voilà, exactement. Voilà, donc vous avez un droit du travail qui n'est pas adapté, en fait, à cet éclatement des statuts. Il est très difficile de prendre en compte toute cette diversité des statuts. Et troisième difficulté, elle est très profonde, c'est que vous avez dans la population des aspirations tout à fait contradictoires, aussi bien du côté des salariés et des employeurs, à davantage de liberté, y compris des salariés, de liberté sur le temps de travail, sur la souplesse, sur l'organisation, sur la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, des questions de progression de carrière, donner du sens à sa vie professionnelle, etc. Donc des aspirations à la liberté très très fortes et à l'autonomie. Puis vous avez des aspirations très très fortes également à la protection professionnelle, protection en cas de chômage, etc. Et ce n'est pas facile à concilier. Donc voilà, restons humbles. Ces sujets sont extrêmement compliqués et sont traversés par au moins trois grandes choses difficiles à concilier. Alors après, on peut être plus ou moins habile. Alors effectivement,
si on regarde, si on refait le film de l'élaboration de cette loi, effectivement, je crois que c'est à peu près un cas d'école qui devrait être enseigné dans toutes les écoles nationales d'administration de France et d'ailleurs. Donc, on a à la base une réflexion qui a été rappelée. Là où j'ai une petite divergence, c'est que ces réflexions sont quand même pas tout à fait convergentes. Alors effectivement, vous avez des rapports qui ont été faits à la rentrée de l'Institut Montaigne, Terra Nova, qui sont assez largement convergents, mais les deux documents un peu centraux qui ont animé le débat, qui sont d'une part le livre de Badinter et Lyon-Caen, d'une part, et d'autre part le rapport Combrexel, sont des philosophies assez radicalement différentes. Je ne dis pas qu'elles sont complètement contradictoires, je dis qu'elles sont différentes. Le Badinter, c'est une réflexion assez théorique sur la loi et le contrat de travail qui doit amener à des grands principes en vue d'une réécriture du Code du travail à droit constant pour qu'il soit plus simple, en gros, et bâti comme un auguste législateur, un peu un moderne Portalis, comme ça, qui réécrirait le droit du travail, le Code du travail à partir de rien. Mais on reste sur une approche très contrat versus loi. Et d'ailleurs, dans le petit opuscule de Badinter Lyon-Caen, c'est très amusant, dans l'introduction, il dit « Ah, on ne traitera pas des questions de la négociation collective, c'est un sujet, mais c'est un autre sujet. » Voilà. C'est même un autre débat, d'ailleurs. C'est un autre débat. Voilà. Et alors, vous avez le Combrexel. Le Combrexel, il est beaucoup plus pratique, c'est un praticien. Jean-Denis Combrexel a été pendant 13 ans directeur général du travail. Lui, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Il met la négociation collective, les règles de la négociation collective et la question de l'élaboration de la norme au centre. Donc il ne fait pas comme le Badinter, comment on réécrit le cadre légal, il met au centre la négociation collective, la décentralisation, le compromis local, et il fait un pari sur la dynamique sociale et l'évolution culturelle des acteurs. Donc c'est une philosophie qui est très différente. Et le problème, c'est qu'on est arrivé à la fin de l'année 2015 avec un gouvernement qui dit « on a 2 superbes rapports, il n'y a plus qu'à ». Eh bien non, justement, les questions n'avaient pas été véritablement tranchées. Alors ça, c'est le premier sujet. Des rapports de grande qualité, des choses tout à fait intéressantes, mais pas franchement de lignes vraiment directrices. Et toujours pas de discussion, de négociation et de concertation. Alors, donc effectivement, pas de négociation. Pas de négociation. Alors une négociation, ça peut être intéressant qu'elle soit réussie ou qu'elle ne soit pas réussie. Parce que même quand elle n'est pas réussie, au moins il y a des constats de désaccord et on peut progresser. Là, rien. Troisième ratage, pas de préparation d'artillerie politique. Je rappelle quand même que le président actuel n'a pas du tout été élu pour faire une réforme profonde du droit du travail. Il a été élu sur la lutte contre les licenciements boursiers, je crois. Bon, et pour le reste, c'était les emplois d'avenir. Bon. Mais donc, et d'ailleurs, il ne faut pas lui en tenir rigueur de manière générale, alors même qu'on avait déjà 9,1% de chômage au moment des élections. Je rappelle que le droit du travail n'a pas été un objet du débat présidentiel de 2012. Il n'était pas présent. Contrairement à 2007, il n'était pas présent, ni à gauche, ni à droite. Et donc, s'agissant d'une inflexion politique majeure, et on pourrait même être plus fort qu'inflexion, il aurait été souhaitable que le président de la République, au mois de janvier, au moment des vœux, fasse une préparation d'artillerie en expliquant sa vision, en faisant de la pédagogie, en s'engageant personnellement et en première ligne, et en portant et en assumant à fond une réforme aussi importante. Cela n'a pas été fait. Lors des vœux, il a parlé de la relance de la formation professionnelle pour les chômeurs. Tout ça est fort sympathique. Enfin, vous voyez bien qu'il n'a pas annoncé une réforme profonde du droit du travail. Ensuite, autre erreur tactique, le gouvernement n'a pas conçu son premier projet de loi avec quelques soutiens. Alors qu'il n'ait pas la CGT avec lui, c'était assez évident. Il aurait pu, à peu de frais, avoir la CFDT avec lui. Il n'a pas eu la CFDT avec lui. Donc il y a eu une erreur de ce point de vue-là. Ensuite, il y a des erreurs de com. Et il ne l'a pas eu parce qu'il ne l'a pas sollicité ? Apparemment non, puisque ce texte est sorti de manière assez extraordinaire et qui a fait hurler notamment la CFDT. Donc une communication désastreuse avec des fuites, avec diverses versions, ce qui fait que même les spécialistes ne savaient plus très bien. Pendant 2-3 semaines, il y a eu un flottement total pour savoir ce qui était dedans, ce qui n'était pas dedans, etc. Alors ensuite, on a eu des textes qui ont gonflé, qui sont devenus très techniques. Et là, je rejoins tout à fait ce que disait M. Marquet-Vasselot, c'est-à-dire qu'on partait sur une réforme qui se voulait assez ambitieuse, et puis on arrive à un texte qui fait 200 pages, avec caviardé de petites mesures techniques, qui sont souvent d'ailleurs très très intéressantes, enfin, qui sont très bien pour les praticiens et les spécialistes. En gros, la Direction générale du travail avait tout un tas de petites réformes dans ses tiroirs, et elle en a profité, et c'est bien normal d'avoir un véhicule législatif pour ressortir tout un tas de petites réformes, de petites améliorations à la marge, et on arrive à ce texte qui devient très technique, qui est à peu près lisible pour des gens qui n'ont pas au moins une licence en droit du travail. Et donc, ça ne facilite évidemment pas le débat. Puis on arrive à la phase ultime, la phase, l'hystérisation du débat, c'est ce que dit aussi Laurent Berger, où là, la pédagogie devient impossible.
on est dans une crise un peu mimétique, c'est-à-dire que, un peu à la René Girard, c'est-à-dire que l'objet initial de la rivalité entre les partis n'a même plus aucune importance. Oui. C'est-à-dire qu'on se bat maintenant sur des sujets. Sur le principe. Voilà, donc on est sur, la dernière étape de la crise mimétique, c'est que l'objet même du débat et de la rivalité mimétique, comme disait René Girard, n'a même plus aucune importance. Alors, dans René Girard, ça se résout, vous savez, la crise par la désignation d'un bouc émissaire. Alors, je ne sais pas. Alors, dans une société policée démocratique, le bouc émissaire, heureusement, ce n'est pas forcément la tête du roi, mais ça peut être une élection présidentielle où on sanctionne, etc. J'espère que ça va se finir comme ça, et non pas par des violences. Mais on est sur une crise extrêmement hystérique. Alors encore une fois, pour résumer, c'est objectivement difficile de réformer dans ces matières, mais du début jusqu'à la fin, il se trouve qu'en plus, le gouvernement s'y est plutôt mal pris. Laurent Marcel-Vassaux, des commentaires sur... Je crois que sur les aspects techniques, nous sommes d'accord. Il y a, il faut le reconnaître, dans la loi un certain nombre de dispositions que nous, praticiens, nous reconnaissons comme utiles à l'évolution du droit du travail. Tout ce qui concerne, alors n'entrons pas dans le détail, mais le droit de la révision des accords collectifs, qui est un élément essentiel dans la vie des entreprises et dans l'évolution de leur statut, par la révision, par les effets de la dénonciation, n'entrons pas dans le détail, mais sont des mesures qui ont été, elles, véritablement préparées avec talent, notamment le rapport Césaro, qui est un de nos collègues, a été remarquable dans ce domaine-là. Donc il y a des points qui sont extrêmement positifs. À côté de ça, vous l'avez rappelé à juste titre, il y a notamment par la voie d'amendements parlementaires des choses absolument épouvantables. Je pense notamment à la création de la représentation du personnel dans les réseaux de franchise. Il y a 28 000 réseaux de franchise en France. On est en train de créer, et là on en revient à nos vieux démons, par la voie d'un amendement parlementaire, sans réflexion préalable, sans aucune étude d'impact, à des situations qui sont peut-être d'ailleurs contraires à la Constitution, on le verra, mais qui sont préoccupantes. Et donc, on voit bien que nous ne sommes pas totalement guéris, en dépit de ce grand vent conventionnel, de la volonté constante d'avoir un droit du travail qui est obèse, qui est d'origine légale et réglementaire et qui surajoute aux entreprises des obligations dont on peut s'interroger sur leur pertinence réelle. D'où en réalité cet ensemble devenu assez hétérogène et impossible à gérer de façon rationnelle. Et je partage tout à fait votre point de vue sur ce sujet. Oui, on est parti d'une loi fourre-tout où on a mis effectivement tout ce qu'on avait dans les tiroirs et progressivement on a retiré les éléments. Est-ce que comme le disent d'aucuns, on peut craindre qu'à terme cette loi soit inconstitutionnelle ? Alors on ne peut pas en faire une analyse générale. Je pense que sur le sujet qui intéresse le plus grand nombre, c'est-à-dire la hiérarchie des normes, il n'y a pas de sujet de manière constitutionnelle, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut penser, le principe du plus favorable n'est pas un principe de nature, ne rentre pas dans le détail, n'est pas un principe de nature constitutionnelle. Donc il appartient au législateur de déléguer aux organisations syndicales le soin d'organiser la hiérarchie des normes et le cas échéant, comme la loi de 2008 y avait déjà fait en réalité, de faire en sorte qu'un accord d'entreprise puisse comporter des dispositions qui diffèrent ou qui soient moins favorables qu'un accord de branche. Donc ça n'est pas un sujet qui est de nature à faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité et donc d'une remise en cause. Bertrand Artino ? Oui, je voulais juste abonder dans ce sens. La jurisprudence du Conseil constitutionnel a été à peu près établie en 2008, la loi du 20 août 2008, qui a inversé en fait la hiérarchie des normes dans 90% des domaines à peu près relatifs au temps de travail. C'est-à-dire que les forfaits jours, le contingent d'heures supplémentaires et modulation, annualisation du temps de travail, qui sont des réformes extrêmement profondes. On a quand même largement détricoté les 35 heures à l'époque. Et le Conseil constitutionnel a, à ce moment-là, a donné une jurisprudence qui permet, moyennant un encadrement raisonnable par la loi, et là en l'occurrence il y en a un, puisqu'on ne pourrait pas descendre en dessous de 10% de majoration des heures supplémentaires, fait que l'inversion de la hiérarchie des normes est possible. Donc elle est possible, elle est tellement possible qu'elle a déjà été largement faite en 2008, on ne le dit pas assez, et elle a été jugée constitutionnelle par le Conseil constitutionnel. Donc le risque est très faible, sauf évidemment revirement de jurisprudence, qui peut toujours arriver, mais ça m'étonnerait un petit peu. Dominique, vous vouliez dire ? Oui, enfin moi j'avais une remarque comment dire, pour répondre un peu aux deux intervenants, qui est la suivante. Je n'ai pas le sentiment que cette loi, elle apparaisse comme étant un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est-à-dire, j'ai plutôt le sentiment qu'elle est le résultat, le fruit, en tout cas, de tout un processus qui s'est engagé. Effectivement, on pourrait considérer que 2008, ça a été un élément tout à fait déclenchant. On peut remonter aux lois Aubry. Oui, on peut remonter aux lois Aubry. Là, on est peut-être même remonté à Auroux, c'est oui. vrai, mais même les lois Aubry, c'était quand même... Tout à fait. Mais 2008, ça a été aussi une avancée spectaculaire, en particulier sur tout ce que vous évoquiez en termes de temps de travail, la possibilité de déroger, en fait.
Donc aujourd'hui, on fait comme si la hiérarchie des normes, l'inversion de la hiérarchie des normes aux yeux de certains était un vrai sujet. Je pense que le problème, il n'est pas franchement là. Ce qui a été peut-être l'élément déclenchant, c'est que cette loi a été effectivement mal préparée. Mal préparée dans le sens où il n'y a pas eu les concertations préalables, encore que d'un certain point de vue, il y avait eu une négociation interprofessionnelle qui s'était engagée peu de temps avant, mais qui n'avait pas abouti. Et donc, le législateur a repris un peu la main, et peut-être de manière un peu directive, sans se soucier vraiment de l'avis des organisations syndicales et patronales. Après, le conflit lui-même, enfin, tout ce qui s'est déroulé depuis quelques semaines et depuis quelques mois, je crois que dépasse largement le cadre de la loi elle-même. Hein. Au départ, bon, faut bien se rappeler, enfin, c'est une espèce de pétition qui a été lancée il y a quelques semaines maintenant sur ce sujet. Pétition qui, au départ, n'était pas vraiment bien vue du côté des organisations syndicales, en particulier de celles qui sont à la pointe du combat aujourd'hui. Hein. Donc, enfin, il me semble que voilà, la perturbation vient de sujets un peu différents qui ont cristallisé, en tout cas, et qui ont créé cette espèce de tension, de conflit qu'on voit apparaître aujourd'hui. Vous vouliez dire Oui, je voulais revenir sur la loi de 2008. Elle est intéressante parce qu'effectivement, elle ouvrait déjà ce champ dérogatoire et cette nouvelle articulation des normes. En revanche, et c'est un sujet d'interrogation, elle est aussi un sujet un peu délicat dans le développement de la norme conventionnelle, en ce sens qu'elle a été très peu utilisée en réalité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'entre le discours visant à placer la norme conventionnelle et l'accord d'entreprise au centre de l'évolution du droit du travail, il y a des sujets sur lesquels on reviendra peut-être, qui est la réalité des acteurs et l'aptitude des entreprises à avoir des interlocuteurs à même de faire évoluer les dispositions du droit du travail. C'est-à-dire que autant nous pouvons, en tant que spécialistes, nous interroger sur l'articulation des normes, autant constater que la loi de 2008 n'a pas, dans le domaine très important pour l'entreprise de l'organisation et de l'aménagement du temps de travail, produit des accords collectifs que la loi de 2008 autorisait à produire, nous interpelle en réalité, parce que c'est bien la question de savoir si cette grande évolution vers l'accord collectif d'entreprise, elle est susceptible d'être mise en œuvre à raison des acteurs et du jeu de la négociation collective dans les entreprises. Donc pour nous, les praticiens, ça reste un vrai sujet. Il y a dans la loi beaucoup d'autres dispositions qui sont intéressantes. On va par exemple avoir la possibilité de signer des accords de groupe qui vont devenir, je simplifie à l'extrême, l'équivalent de ce que sont les accords d'entreprise. Et on sait que la qualité de l'accord de groupe, dans les grandes entreprises notamment, est bien supérieure. Ça, c'est un mouvement très important. Mais au niveau des entreprises elles-mêmes, il faut qu'on soit assez réaliste. Et là, vous êtes mieux placé que personne pour nous le dire. Mais enfin, il faut qu'il y ait aussi un jeu qui permette la création de cette norme conventionnelle. Et au-delà des textes, on peut s'interroger véritablement sur cette question. Effectivement, c'est tout l'enjeu de ce processus législatif. C'est-à-dire, est-ce que les acteurs vont s'emparer des possibilités qui leur sont offertes ? Oui. Jusqu'à présent, on peut, d'un certain point de vue, en douter. Et ce n'est pas simplement vrai du côté syndical. Ce que vous dites est tout à fait pertinent. C'est du côté des entreprises également. Oui, bien sûr. Moi, je suis surpris du fait que les opportunités ouvertes par la loi Rebsamen, en particulier toute la refonte des IRP, pour le moment, ça reste un peu un vœu pieux. Alors on va me dire, c'est parce que les décrets ne sont pas tous sortis, ce qui est vrai. Mais enfin, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui s'engagent dans un processus de réflexion avec leurs partenaires syndicaux pour essayer d'organiser les IRP de manière un peu différente. Oui, c'est vrai que les entreprises ont parfois un peu tendance à la prudence. Je vous donne un exemple, c'est la loi pénibilité. Oui. La loi pénibilité qui aujourd'hui se met en place et que d'aucuns disent qu'elle va mourir de sa belle mort aux prochaines élections présidentielles. Oui, alors, il y a deux sujets. Il y a le sujet culturel, d'ailleurs, qui était un peu au cœur du rapport Combrexel, au passage. Le rapport Combrexel, il disait, attention, on est sur un processus de décentralisation de la norme. Il n'est pas sûr du tout, il n'est pas évident du tout que les partenaires sociaux, donc décentralisés dans les entreprises, s'en emparent. C'était au cœur du rapport Combrexel. Et d'ailleurs, il disait, c'était plutôt bien fait, il expliquait que c'était pas gagné d'avance et que peut-être qu'on allait vers un modèle à l'anglo-saxonne, en fait. Ce n'est pas impossible. Et d'ailleurs, la pression des grands groupes extérieurs nous amène plutôt vers quelque chose qui serait décentralisé au niveau du salarié, quasiment. Donc il y a un risque de ce point de vue-là. Simplement, il y a aussi une autre dimension qui n'est pas que culturelle, qui est légale, qui est que
au fur et à mesure que la loi crée de nouveaux champs pour le dialogue social, elle l'encadre. Et alors, c'est dans le livre, on explique avec Franck Morel que c'est un processus un peu freudien, c'est-à-dire c'est un peu comme une mère qui aimerait tellement ses enfants qu'en fait, qu'elle les étouffe. Lisez tous les passages du Code du travail. Au passage, avec Franck, on a fait des comparaisons avec les droits du travail de différents pays. L'endroit où le Code du travail français est le plus obèse et le plus volumineux, c'est pas comme on pourrait le penser sur le droit du licenciement ou des choses comme ça, c'est sur la négociation collective et notamment d'entreprise. La loi dit tout, elle norme tout, elle explique comment doit être rédigé l'accord, quelles sont les procédures, quels sont les documents à fournir. Il y a des dizaines et des dizaines de pages où on norme très précisément alors, ce qui doit être négocié, le process, les documents à fournir, les rapports, alors même que parfois ça n'a aucune pertinence pour l'entreprise. Donc, il faut faire attention. Il y a des dimensions culturelles. Il n'est pas sûr, effectivement, que les partenaires sociaux français soient très matures dans beaucoup d'entreprises. Mais c'est vrai aussi que la loi est assez décourageante parce qu'elle contraint énormément le jeu du dialogue social. Et si, d'ailleurs, cette loi rate un des objectifs, elle en rate au moins deux, c'est pas de réforme des institutions représentatives du personnel, je veux dire une vraie réforme qui simplifie un peu tout ce bazar, et deux, que la loi non seulement laisse davantage d'espace, mais lâche un peu les contraintes, cette chape de plomb qui enserre le dialogue social dans l'entreprise sous des contraintes extraordinairement formelles. Au passage, il y a beaucoup de DRH, mais Xavier Moulin le dira, et c'était aussi dans le rapport Combrexel, il y a beaucoup de DRH qui sont en difficulté pour expliquer à leur patron, au PDG, que le dialogue social est un facteur de compétitivité. Parce que c'est tellement formel, ça coûte tellement d'hommes-heures et en réunionnite, que franchement, vu du DG, qui n'a souvent pas beaucoup d'appétence pour la chose sociale, c'est assez difficile d'expliquer, mais si je vous assure, le dialogue social, c'est un facteur de compétitivité. Quand on regarde le Code du travail français, on n'a quand même pas l'impression que toutes ces obligations formelles soient un facteur de compétitivité. Et vous parlez du DG et je ne vous parle pas de l'actionnaire, qui souvent d'ailleurs peut être étranger. Il n'est pas français et voilà. Alors tout à l'heure, il y a quelques instants, on parlait des acteurs. Excusez-moi, Xavier Moulin. Oui, je voulais simplement rebondir sur ce que disait Bertrand. Si certaines entreprises aujourd'hui, et pas toutes, puisque certaines ont quand même la culture du dialogue social, et de nombreuses entreprises négocient et signent des accords d'entreprise avec les acteurs syndicaux de terrain, si certaines entreprises aujourd'hui ont une certaine frilosité à négocier des accords d'entreprise, c'est parce qu'elles n'ont pas cette habitude, parce que leurs acteurs syndicaux ne sont pas encore formés pour ça, et qu'il peut y avoir une certaine défiance par rapport à la norme, puisqu'on est sur un droit du travail bavard, on est sur un droit du travail obèse, pour reprendre vos termes, qui je trouve sont très pertinents, et un droit du travail qui, au-delà d'être vivant, est instable. Et donc, rien de pire que l'instabilité et l'incertitude pour négocier. Donc, il faut, je pense, ma conclusion sur ce point-là, il faut laisser un peu de temps, il faut basculer d'une dynamique de confrontation vers une dynamique de confiance, et ça ne se décrète pas, ça se crée sur le terrain, à travers l'exemple, à travers un dialogue social de proximité, où on arrive à convaincre nos acteurs, et quand je dis nos acteurs, ce soit à la fois nos opérationnels et nos organisations syndicales, que la performance d'une entreprise, elle est obligatoirement économique et sociale. Elle est obligatoirement sociale et économique, et que l'économique et sociale se combinent obligatoirement pour... particulièrement en France. Particulièrement en France, se combinent utilement pour créer de la valeur. Mais la problématique, effectivement, que rencontre la grande majorité des entreprises sur ces sujets, c'est la problématique, en fait, à la fois la culture et je dirais du niveau des interlocuteurs entre eux. Jean-Dominique, on a beaucoup parlé, effectivement, de la professionnalisation de nos syndicats, et je crois que vous avez pas mal réfléchi là-dessus. Ah oui, si on veut que les acteurs jouent un rôle prépondérant dans leur entreprise pour développer la négociation collective, il faut les mettre en situation de pouvoir le faire. Auparavant, un syndicaliste lambda, quelle que soit son organisation, avait beaucoup de facilité pour discuter et négocier sur les salaires ou les conditions de travail, par exemple, parce que ça fait partie de son ADN d'un certain point de vue. Mais c'est vrai que dès l'instant où on rentre sur des problématiques qui sont plus complexes, comme un accord d'intéressement ou un PERCO ou un accord de GPEC, ça demande d'acquérir des compétences qui ne sont pas nécessairement acquises dans l'exercice d'un mandat traditionnel. Et comme les confédérations syndicales n'ont plus les mêmes possibilités de formation qu'auparavant, ou la même volonté parfois même, c'est vrai que ces syndicalistes sont un peu démunis. Et donc tout l'enjeu de toutes ces évolutions législatives, c'est de donner aussi aux acteurs la possibilité de pouvoir entrer dans la négociation.
Parce que Bertrand Martineau disait c'est complexe. Oui, c'est complexe, mais d'un certain point de vue, la complexité, on peut la dépasser. On prenait l'exemple des IRP aujourd'hui, il suffit. Alors, dans les entreprises de moins de 300, c'est pas compliqué, c'est complètement à la main du chef d'entreprise. Il peut modifier ce qu'il veut, c'est un jeu de mécano, il peut faire ce qu'il veut quasiment, et c'est tout à fait simple à faire. Dans les entreprises plus importantes, la seule contrainte, c'est la contrainte de l'accord majoritaire. On peut modifier ce que l'on veut dès l'instant où on a un accord majoritaire qui permet de pouvoir le faire. Donc c'est plutôt une avancée. Et en termes de complexité, on est en train de simplifier plutôt les choses qu'auparavant. La question, c'est de savoir comment on aide les différents acteurs à pouvoir s'emparer de ces sujets et comment on permet à ces syndicalistes-là de pouvoir rentrer dans ce genre de négociations. Donc d'où l'intérêt de les aider, à travers des dispositifs de formation, les aider à progresser pour pouvoir y parvenir. Tout à fait. Dispositif de formation d'ailleurs que vous avez initié avec Nous, on a développé un dispositif de formation avec Sciences Po Paris pour permettre à des syndicalistes de pouvoir progresser donc en compétences. Il y en a aujourd'hui près de 650 qui y sont passés en quelques années et avec des taux de réussite extrêmement élevés. Ils sortent de Sciences Po avec une certification de Sciences Po. Donc ça montre à l'évidence qu'on peut ne pas avoir les niveaux de qualification initiaux qui permettent d'acquérir ces compétences, enfin d'acquérir cette certification, mais l'exercice d'une activité syndicale, ça permet de compenser les manques de formation d'origine. Tout à fait. Nous avons parlé des acteurs en présence, et nos amis de TF1 ont eu la gentillesse de nous préparer une petite vidéo qui va nous permettre effectivement d'entendre un certain nombre de ces acteurs et qui va nous permettre également ensuite de réagir par rapport à cela. Si vous voulez bien envoyer la vidéo. Il y a encore des reculades sur ce texte. Je dirais que c'est la fin des haricots. Je ne sais pas ce qu'on attendra et je ne voudrais surtout pas que ce soit la victoire des corporatismes, des immobilismes, des luttes partisanes, politiciennes qui l'emportent sur les forces, qu'elles soient de gauche ou de droite, de la réforme. Moi, je lui dis, nous considérons que c'est une rupture par rapport à la manière dont nous négocions. J'ai rappelé ce qui se passait également dans d'autres pays, donc j'ai confirmé pour Force ouvrière la demande de suspension et, comme il ne veut pas suspendre, de retrait du texte. On reste bien dans la problématique que nous posons depuis le début. Nous allons avoir des lois et un code du travail différents selon l'entreprise où les salariés vont travailler. Donc c'est ce qui pose le plus de problèmes. Un projet de loi qui était déséquilibré, qui n'était pas compris, qui faisait courir des risques aux salariés, devient un projet de loi qui peut potentiellement être porteur de progrès pour les jeunes et porteur de progrès pour les salariés. Est-ce que cette annonce un peu creuse sur la garantie jeune, est-ce que ça leur suffit? Est-ce qu'ils considèrent que maintenant le projet de loi est à la hauteur de leurs attentes? Notre conviction du côté de l'UNEF, c'est que non, ce n'est pas le cas, mais c'est les étudiants qui vont décider comment ils mènent cette bataille. Voilà. Alors, intéressant d'avoir ce panel de réactions. Bertrand Martineau. Oui, ça m'amuse toujours. Il y a un point commun entre, je prends les contestataires, les opposants les plus vigoureux. Il y a un point commun avec tous les secteurs et les manifestants. Le seul point commun qu'ils ont, c'est qu'ils ne sont absolument pas concernés par la loi. Vous prenez les étudiants, la SNCF, l'énergie, les pilotes de ligne, les aiguilleurs du ciel, ou les intermittents du spectacle, parce qu'ils vont peut-être se réveiller, etc. Ils ne sont pas concernés par la loi travail. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que, bien entendu, ce qui se joue là, ce n'est pas le sujet du droit du travail. C'est une exaspération sociale un peu extrême dans le pays. Moi, je pense qu'on est arrivé à une situation... Là, ça tombe sur cette malheureuse loi travail qui n'avait pas mérité ça. Ça aurait pu tomber sur une loi réformant le statut de la SNCF, ça aurait pu être une loi sur les retraites, ça aurait pu être une loi sur à peu près n'importe quoi. Je pense qu'on en serait arrivé là. Là, on est dans un système où on est un peu en termes social, mais aussi politique, probablement, on est sur une sorte de baril d'explosifs et n'importe quelle étincelle peut faire exploser la chose. Là, ça tombe là-dessus, bon, pas de chance, mais ça aurait pu être sur autre chose. Alors ça effectivement, c'est la question de la Au passage, je note, et là c'est le problème aussi d'un problème de communication gouvernementale que j'ai évoqué tout à l'heure. Philippe Martinez explique qu'il y a une révolution qui est l'inversion de la hiérarchie des normes. Et comme on rappelait tout à l'heure, bien entendu, cette révolution a eu lieu largement sur le temps de travail en 2008. Et donc, cette présentation est effectivement terriblement nocive. Mais c'est vrai aussi que le gouvernement, n'ayant absolument pas expliqué ce qu'il faisait, il donne prise à ce genre de propos caricaturaux. Elle avait même été amorcée en 2004. Tout à fait. Sauf que la branche pouvait toujours verrouiller. Et de fait, c'est ce que la plupart des branches ont fait. Puisqu'en préambule de beaucoup de conventions collectives de branche, il y a un préambule disant on ne peut déroger à rien. Donc au moins, c'est clair.
Non, mais dans la liste de ceux qui ne sont pas concernés, enfin, ou qui sont On peut en très actifs, on peut en rajouter. Et en particulier, on peut même rajouter le MEDEF d'un certain point de vue, parce que quand on voit les réactions du MEDEF sur ce sujet, Je voulais venir. elles sont assez. Enfin, on se demande dans quel monde on vit, parce que quand on voit Pierre Gattaz qui dit que la loi est vidée de son contenu, il faut quand même garder raison d'un certain point de vue. Hein. Il y a effectivement, autour de ça, on voit apparaître de nouveaux enjeux. Enfin, en tout cas, la loi travail, elle cristallise toute une série d'exaspérations. Et c'est vrai de voir des lycéens dans la rue avec des pancartes disant non, retour à l'esclavage. Bon, on se demande donc effectivement dans quel monde on vit. Mais ça traduit une exaspération, en tout cas des inquiétudes qui sont réelles, en particulier chez les plus jeunes, parce que beaucoup d'inquiétudes sur leur devenir et sur le devenir de la société qu'on est en train de construire. Hein. C'est tout à fait vrai. Mais c'est vrai également que les syndicats contestataires, au départ, ont laissé passer un peu au moment où la loi a été connue, il n'y a pas eu de réaction très vive. C'est plus tard que tout ça est apparu. Et c'est là qu'on voit qu'il y a d'autres aussi problématiques qui se jouent. En particulier, il y en a une qui touche à la place prépondérante de la CGT ou de la CFDT dans le futur paysage syndical. C'est-à-dire que là, on voit bien que la CGT a un risque, c'est qu'elle perde sa place de première organisation dans notre pays, qu'elle soit dépassée par la CFDT. Et donc le moyen de pouvoir exister, c'est de reprendre une posture plus contestataire, essayer de capitaliser sur cette posture. Donc c'est aussi un des enjeux de cette loi. Alors, pour revenir au MEDEF, justement, ce qui m'a particulièrement intéressé ces derniers temps, c'est jusqu'à présent, on avait une vision en fait de ce syndicat patronal qui était assez monolithique. On avait l'impression qu'il y avait une vraie cohésion au sein du MEDEF. Et ce qui est en train de se passer là nous montre que il y a au sein même de cette organisation des fractions qui commencent à être de plus en plus importantes. Hein. Il y a des fractions entre différents types de fédérations qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Bon, mais ça a toujours plus ou moins existé. Mais il y a une nouveauté, moi je trouve, hein, c'est un décrochage entre la base et la technostructure du MEDEF. La technostructure du MEDEF, enfin, si on veut se parler vraiment très directement, elle est un peu hors sol. Alors, il ne faudrait pas me pousser très loin pour dire que les technostructures des syndicats sont un peu hors sol aussi. Enfin, je pense que M. Martinez est un peu hors sol par rapport à la réalité que vivent ces délégués syndicaux dans les entreprises. Mais on a un vrai problème de représentativité également du côté patronal, qui est très important et gravissime. Quand on voit que dans certaines branches, les fédérations d'employeurs qui signent les accords ne représentent que 5%, 6% des entreprises de la branche, il y a quand même un problème de représentativité. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est vraiment le cœur du sujet. Enfin, Bertrand met le doigt, je pense, sur le cœur du sujet. C'est la problématique de la technostructure qui crée de la norme. Et c'est le cœur de notre sujet. C'est-à-dire que est-ce que la loi est en capacité de régler les problématiques de la petite entreprise qui fait, je sais pas moi, du ferroviaire dans le sud de la France? Est-ce qu'elle a la même capacité à gérer les problématiques de l'entreprise qui fait du textile dans le nord de la France? La réponse est clairement non. Est-ce que l'accord de branche a la vocation à régler ces problématiques-là? Non plus. Et donc on voit bien que le cœur du sujet, c'est la proximité, être en capacité de créer les normes les plus adaptées en fonction des suggestions locales. Je pense que c'est vraiment là le sujet. C'est la réponse, en fait, à l'extraordinaire explosion des formes de production et des secteurs d'activité auxquels on assiste. Le problème, c'est qu'il faut encadrer cette norme. Il faut essayer de faire en sorte qu'elle aille vers une dynamique de progrès et pas de dumping, évidemment. C'est bien tout le sujet. Mais pour en revenir sur la question de la technocratie et de la bureaucratie, c'est quelque chose de très important. Une des raisons pour lesquelles, dans la loi Larcher notamment, on a confié les réformes à la négociation, en renvoyant à la négociation collective interprofessionnelle, c'est parce qu'on est parti du principe que, notamment, que les personnes qui négocient, au niveau central et parisien, sont des gens qui sont plus proches de la connaissance de l'entreprise, plus proches du terrain que le chef de bureau du ministère du Travail, pour dire les choses. Quand on regarde les textes qui sont produits par l'Interpro, je pense aux 42 pages hallucinantes de l'accord sur la formation professionnelle de décembre 2013, je peux vous dire que même un chef de bureau du ministère du Travail rédige mieux et plus clairement. C'est-à-dire qu'on en est là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un dévoiement. L'Interpro devrait faire du politique et devrait faire des choses que ne sait pas faire l'État. Et Dieu sait si l'État ne sait pas faire un certain nombre de choses en termes de normes, ou le fait très mal, en prétendant le faire, évidemment. Mais en fait, on aboutit à une bureaucratisation de la sphère sociale qui est invraisemblable au niveau interpro, qui est encore un peu patent dans les branches,
parce qu'il y a des structures de branches, il y a des caisses à gérer, il y a des intérêts, il y a des conseils d'administration à tous les étages, des comités théodules, etc. Il faut voir ce que c'est qu'une branche. Et puis dans les entreprises, c'est vrai que la loi, par toutes les pesanteurs qu'elle met sur le dialogue social dans l'entreprise, la loi favorise aussi la bureaucratisation, d'une certaine manière, du dialogue social, y compris dans l'entreprise. Donc le vice bureaucratique, il n'est pas que dans l'État. Et les pires bureaucrates du social aujourd'hui, ce n'est pas le ministère du Travail, je vous assure, ce sont souvent les partenaires sociaux. Et on peut même se poser la question de la nécessité, de la pertinence de continuer à avoir un niveau de négociation au niveau de l'interprofessionnel. Ah oui, je suis d'accord. Je crois qu'il y a dans le monde patronal les mêmes interrogations que dans le monde syndical, sur les lieux pertinents de négociation. Moi, je me souviens, dans la commission Combrexel, j'étais frappé par le fait qu'on avait reçu une fédération professionnelle qui nous expliquait, et elle avait à juste titre, hein, je pourrais vous le détailler si vous le souhaitez, mais qui nous expliquait pourquoi il fallait des accords de branche et qu'il ne voulait surtout pas d'accords d'entreprise. Donc on a dans le monde patronal les mêmes interrogations que dans le monde syndical. Et c'est surtout avec aussi cette particularité. C'est vrai qu'on a tendance naturellement à se retourner souvent vers le législateur, à considérer qu'il fait tout et n'importe quoi, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Mais en même temps, je vais quand même se dire qu'il y a beaucoup d'organisations patronales et syndicales qui sont bien contentes de trouver les pouvoirs publics pour régler les problèmes qu'eux-mêmes n'arrivent pas à régler. Donc, allons vers la négociation collective, mais encore faut-il qu'il y ait la volonté de part et d'autre d'y parvenir. C'est peut-être encore pas dans le monde syndical une acceptation de la part de l'ensemble des syndicats, mais dans le monde patronal de la même façon. Il faut quand même se rappeler que la section syndicale dans l'entreprise date de 1968. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de négociations entre 1968 et 1982. Hein. C'est le législateur qui a dit on va négocier dans l'entreprise, parce qu'autrement, si on laissait faire les choses en l'état, ça n'allait pas vraiment avancer. Donc il faut quand même que le législateur soit dans une situation pas simple, c'est vrai, mais il faut quand même dire que les partenaires sociaux, du côté patronal comme du côté syndical, ne lui facilitent pas la vie non plus dans de nombreux domaines. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, et je rebondis sur ce que dit Jean-Dominique. 68-82, on est à chaque fois sur une problématique de maturité, une problématique de temps. Le facteur temps est très important. C'est un sujet d'ouvrir la possibilité de créer des sections syndicales. C'est un autre sujet d'avoir la capacité à négocier au cœur de l'entreprise les normes les plus adaptées. Donc il faut du temps, il faut de la formation, il faut de l'écoute, il faut du dialogue. Et ça, je pense que le bon niveau, c'est l'entreprise, c'est l'établissement, c'est au plus près du collectif de travail. Qui doit quand même, malgré tout, être encadré. Qui doit naturellement être encadré. C'est pour ça que je pense que le droit du travail doit être doit se retrouver au point de convergence entre les rapports Lyon-Caen et Badinter et les rapports Combrexel, c'est-à-dire un droit du travail qui pense global, un droit du travail qui rassure dans ses principes, mais un droit du travail qui se vit et qui se décline localement. Un droit du travail qui se décline et qui se vit localement, qui puisse être facteur d'agilité et de réactivité au niveau local, pour au final non pas préserver le travail salarié, mais au final favoriser et préserver l'emploi. Parce que c'est peut-être ça une des réponses que je peux poser, enfin une des propositions de réponse à la question un autre droit du travail est-il possible ? Il est peut-être possible de créer un autre droit du travail en créant un droit de l'activité professionnelle, un droit de l'emploi, mais un droit qui couvre tout le monde et qui évite les éclatements qui étaient montrés du doigt par Bertrand Martineau tout à l'heure, ces éclatements concernant les statuts des intermittents, concernant les statuts des dockers, concernant différents statuts, et que voilà, l'objectif en France, c'est d'avoir un emploi, d'être rassuré, de faciliter, de favoriser les mobilités professionnelles, et force est de constater que notre droit actuel, obèse et bavard, ne facilite pas cela. Ce qu'on pourrait rajouter, c'est que si on veut développer la négociation collective, et là c'est un point de désaccord qu'on peut avoir, vous faisiez état des différents rapports qui sont sortis tout au long de l'année précédente, il y a un point sur lequel moi je suis complètement opposé, c'est l'idée selon laquelle on puisse demain négocier avec des individus qui ne sont pas issus d'organisations syndicales. Ça c'est un point pour moi qui est assez fondamental. On ne peut pas dire d'un certain point de vue que la société est complexe, que le monde de l'entreprise est extrêmement complexe, et d'autre part, dire dans ces cas-là, on va négocier avec le premier venu. Il suffit qu'il lève la main, et puis ça va être un interlocuteur valable. Non, il faut des organisations syndicales, donc il ne faut pas faire sauter le monopole du premier tour, hein, qui est un des sujets de discussion, parce que ça fait partie en tout cas des points qui ont été mis dans le débat dans le courant de l'année dernière, et considérer que
Ben oui, c'est compliqué de discuter avec des syndicats et peut-être qu'ils ne sont pas tous à la hauteur, comme on dit, hein, mais en tout cas, il n'y a pas d'autre voie possible que la discussion entre organisation syndicale et direction d'entreprise. Je rejoins totalement Jean-Dominique sur ce point, mais je préciserai peut-être que ce n'est pas tant une question de monopole ou pas. Le monopole, il est lié à notre culture sociale et il n'est en effet, ce n'est pas le bon moment si on voulait faire sauter ce monopole, entre guillemets, mais c'est une question de légitimité. C'est une question de la légitimité de celui avec lequel on discute, de celui avec lequel on négocie. Et aujourd'hui, force est de constater que les syndicats ont cette légitimité dans notre paysage social français, et cette légitimité qui a été renforcée justement par la loi de 2008, qui les oblige à avoir une représentativité de 10% pour être en capacité de négocier avec l'entreprise. C'était plutôt vertueux, ça, d'ailleurs. Oui, c'est ce que je dis, oui. Cette loi, en ce sens, était plus que vertueuse. Mais Jean-Dominique... Et favorisait donc le syndicalisme d'entreprise, du coup. Oui, absolument. Et l'accord d'entreprise, de ce fait, favorise également le syndicalisme d'entreprise. Oui. Je voulais revenir sur votre position, que j'entends bien, mais est-ce que ce n'est pas cette position-là qui nous amène en fait à avoir des syndicalistes qui font du syndicalisme en fait une profession ? Il faut une profession pour un certain nombre d'entre eux, parce qu'on a besoin d'avoir des syndicalistes présents dans différentes strates de négociation. Mais dans les entreprises, il y en a qui sont à vie. Oui, il y en a qui sont syndicalistes. Mais ça, c'est aussi un problème qui est lié au fait que le syndicaliste en question, quand il abandonne son mandat ou quand il perd sa représentativité, il n'a pas beaucoup d'autres choix que de retourner dans l'emploi qu'il occupait avant de prendre ses mandats. Et donc, il y a ce sentiment que le temps syndical, c'est du temps perdu, d'un certain point de vue. Et donc la question, c'est de savoir Parfois même du temps négatif. Oui, et la question, c'est de savoir comment on utilise les compétences de ce syndicaliste-là pour lui proposer un parcours professionnel nouveau dès l'abandon d'un mandat. Donc je pense qu'il y a tout un travail là aussi. Alors les lois Rebsamen et même la loi travail, celle en discussion, ouvre des possibilités. En tout cas, elle encourage les entreprises à travailler en ce sens et les organisations syndicales. Mais c'est vrai que c'est un enjeu. Si on veut attirer des plus jeunes dans le syndicalisme, il faut permettre aux plus anciens de pouvoir en sortir et d'en sortir convenablement. Oui, je crois que je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. On ne peut pas à la fois tenir le discours, il faut décentraliser au niveau de l'entreprise et affaiblir les syndicats. Il faut savoir ce qu'on veut. Évidemment, si tout était interpro, national, etc., il n'y aurait même pas besoin de syndicats dans les entreprises. C'était d'ailleurs un peu le modèle des très vieilles années avant la section syndicale d'entreprise, où effectivement tout était national, il n'y avait aucune possibilité de dérogation au contingent d'heures supplémentaires, etc. À la limite, il n'y avait pas de négociation, donc s'il n'y a pas de négociation, il n'y a pas besoin de syndicat. Mais à partir du moment où on veut décentraliser au maximum, et c'est probablement ce qui correspond à la fois aux réalités de l'économique, aux réalités économiques d'aujourd'hui et aussi aux réalités des branches françaises telles qu'elles sont. Nos branches ne sont pas des branches allemandes, c'est comme ça. Bon. Donc, si on veut décentraliser au niveau de l'entreprise, il faut avoir des syndicats qui soient légitimes. Et là, l'élection, fondée sur l'élection, comme ça a été fait en 2008, est une réforme fondamentale. Et il ne faut pas faire l'impasse et les contourner systématiquement. Maintenant, il y a un certain nombre d'effets pervers qui sont évidents. Mais les effets pervers, ça peut être la limitation du renouvellement des mandats. On pourrait, par exemple, imaginer. Ça pourrait se faire dans le monde politique accessoirement, mais je ne veux peut-être pas ouvrir ce débat, parce qu'on a aussi des professionnels qui commencent en politique à 21 ans, jusqu'à 70 ans, et ils n'ont jamais travaillé. Non, mais il faut se dire les choses. Ce que je disais pour les syndicats est vrai pour les évidemment. politiques. Bon, alors, donc on pourrait ouvrir la question du nombre de renouvellements de mandats, on pourrait ouvrir la question du plafonnement peut-être en nombre d'heures de la proportion d'un temps de travail qui est passé dans des divers mandats syndicaux. Enfin, mandats syndicaux et mandats d'élus de représentants du personnel. Et puis, enfin, et là, la loi, c'est une des grandes avancées de la loi, on met en place un référendum pour trancher un litige. C'est-à-dire qu'une fois que le débat a été posé, qu'il y a un désaccord entre professionnels de la négociation, on s'en remet au référendum pour trancher des litiges, par exemple, sur le temps de travail, le travail du dimanche, etc. Ça me paraît être une très bonne mesure. C'est l'article 2, non ? Oui, alors la question du référendum est sans doute, dans l'esprit que vous évoquez, une question un peu plus complexe, parce que où on légitime les organisations syndicales, et c'est quand même le sens assez profond des grandes évolutions législatives, c'est la loi de 2008, c'est la négociation collective depuis 1982, et la place en réalité du référendum est une place qui est, me semble-t-il, assez difficile à trouver. On est dans une logique qui est totalement différente,
Cette question est d'ailleurs en lien avec celle de l'audience des organisations syndicales, c'est-à-dire que, pour rappeler le principe de l'accord majoritaire, c'est un principe à 50% ou à 30% par des organisations syndicales qui ne réunissent pas la condition majoritaire, mais qui prennent l'initiative et qui peuvent la prendre seules de solliciter un référendum pour obtenir la validité de cet accord. Et à défaut d'un référendum positif, cet accord ne produira aucun effet. Donc on a, je crois, quelque chose qui doit être apprécié de façon beaucoup plus fine, mais qui est probablement porteur d'enjeux beaucoup plus importants qu'on peut l'imaginer. Je pense qu'on a du mal à être binaire dans ce domaine-là. C'est où faire confiance aux organisations syndicales et aux acteurs, et donc aller vers l'accord majoritaire, ce qui est aussi un pari, c'était le sens du rapport Combrexel, mais il faut mesurer que c'est un pari extrêmement difficile. Et que pour notre part, on a plutôt tendance à penser que le régime actuel, les 30% et du droit d'opposition, est un régime qui semble préserver des équilibres qui apparaissent procéder du bon sens. Et donc le référendum est un sujet sans doute difficile. Il faut faire le pari de la formation des délégués syndicaux et de leur aptitude à conduire la négociation collective. Moi, j'ai été frappé par un point qui est passé un peu inaperçu, qui est le propos tenu par M. Martinez. Lorsqu'il dit « on va vers un droit du travail qui sera, je simplifie, pas le même d'une entreprise à l'autre ». Mais c'est bien le propre, en réalité, de ce que cette évolution du droit du travail vers une adaptation de la norme au niveau de l'entreprise. Mais il faut des acteurs pour ça. On va avoir un droit qui va être naturellement plus émietté, qui va sans doute être plus imparfait, parce qu'on doit reconnaître que rédiger un accord, ça ne va pas de soi. On ne peut pas raisonner comme si toutes les entreprises étaient des grandes entreprises faites de professionnels de la négociation. Et donc, ne nous illusionnons pas totalement sur la qualité d'un droit du travail qui va procéder d'accords collectifs qui seront, comme tout accord, et c'est notre métier, source de compromis, d'imperfection, donc de contentieux. Si on voit des évolutions assez fortes de l'ensemble des pouvoirs publics et de la société vers un droit conventionnel, on peut dire, pour gérer des contentieux, que la réticence du juge à l'égard d'une norme conventionnelle reste extrêmement forte, et qu'on voit de tout le contentieux sur les plus grands sujets qui nous intéressent, la durée du travail, les forfaits jours, le travail de nuit, une réticence, le principe d'égalité. Vous avez raison, le principe d'égalité, c'est un principe qui est créé par la Chambre sociale. L'égalité de traitement, il n'existe pas en tant que tel. Alors, il est vrai que la Chambre sociale a fait, par ses arrêts du 27 janvier 2015, une nouvelle référence à la négociation collective et qu'il distingue dans sa jurisprudence ce qui procède de l'accord collectif de ce qui procède de la décision unilatérale. Mais c'est la Chambre sociale de la Cour de cassation, sous l'égide de son président, qui donne une orientation très forte. Mais je peux vous dire que ça n'est pas celle des juges que nous rencontrons devant, concrètement, dans des contentieux d'accords collectifs. Pour vous donner un exemple simple sur un contentieux qui intéresse la grande distribution et la mise en place du travail de nuit, moi je considère que lorsque des organisations syndicales donnent la justification économique du recours au travail de nuit par un accord majoritaire et qu'un juge des référés, pour donner un exemple simple, considère que l'accord majoritaire, c'est-à-dire celui qui est convenu dans l'entreprise avec des organisations syndicales élues, caractérise à elle seule un trouble manifestement illicite, je dis simplement qu'au-delà de nos réflexions qui sont quelquefois un peu intellectuelles, on a des réalités concrètes qui sont extrêmement difficiles. Oui. Donc nous aurons un droit qui sera plus émietté, qui sera plus adapté à l'entreprise, mais qui ne sera pas plus simple. Le droit conventionnel n'est pas un droit plus simple, et c'est un droit qui malheureusement ouvre aussi au contentieux. Alors le fait qu'il s'agisse d'un accord majoritaire donne sans doute moins de prise au contentieux, mais enfin le droit d'agir en justice à titre individuel, et heureusement, est un droit qui subsiste. Donc cet équilibre, pour moi, il procède d'accords dont la qualité doit être renforcée. Ça veut dire, vous l'avez rappelé, des acteurs formés. Ça veut dire une nouvelle culture de la négociation collective. Et c'est un pari qui est un pari ambitieux, regardez sur les PSE, difficile. Les PSE. Alors, le PSE est un très bon exemple. Ah oui. Le PSE est un très bon exemple, vous avez raison de le dire. Il se distingue un peu du droit commun en ce sens qu'il est pour le coup très encadré. C'est-à-dire que la perspective d'une absence de décision administrative qui permet la mise en œuvre est un puissant levier de négociation. Donc on ne peut pas raisonner à partir du droit né de la loi de sécurisation de l'emploi. Mais ça reste malgré tout un très bon exemple. La moitié des plans de sauvegarde de l'emploi font l'objet d'un accord aujourd'hui. Personne ne l'aurait imaginé il y a quelques années. Personne ne l'aurait imaginé. Et on a un contentieux qui est un contentieux de moins de 10%. Ouais. On a pratiqué le contentieux, comme vous tous, du juge des référés
en matière de conduite des procédures de licenciement pour motif économique, qui était un contentieux parfaitement formel, qui n'enrichissait en rien le plan de sauvegarde de l'emploi, qui conduisait à différer la mise en œuvre de projets qui, la plupart du temps, étaient nécessaires à la sauvegarde des entreprises, ou tout au moins qui pouvaient être négociés. Et donc, de ce point de vue-là, la loi de 2013 est une loi dont on peut considérer qu'elle a donné lieu à des résultats extrêmement favorables. Alors, vous avez raison, sous un encadrement des directs qui ont joué un rôle absolument remarquable dans ce domaine-là, mais on peut considérer, et il faut s'en réjouir quand même, que c'est incontestablement une grande réussite, et ça procède d'une négociation collective avec des acteurs qui sont des acteurs qui signent des accords, incontestablement. Donc on sent bien encore une fois que la solution elle passe par le dialogue. Et d'ailleurs, est à noter une tendance assez vertueuse que me rapportait dernièrement une conseillère d'État avec laquelle j'évoquais le sujet, et qui disait qu'il y avait renforcé le dialogue des juges. Le dialogue des juges du Conseil d'État avec ceux de la Cour de cassation, ceux du Conseil d'État avec ceux du Conseil constitutionnel, pour avoir une meilleure compréhension des positions des uns et des autres, et une meilleure compréhension au final de ce qui intéresse tout chef d'entreprise ou DRH, de l'entreprise dans un environnement en mutation. Et que justement, rebondissant sur le sujet que vous évoquiez, l'homologation, il considérait aujourd'hui qu'à partir du moment où il y avait un accord, donc on renforce le rôle de la négociation et du dialogue, le rôle de l'écoute nécessaire, à partir du moment où il y avait un accord, il considérait que l'homologation était justifiée. Mais on pourrait imaginer, parce qu'on a beaucoup parlé tout à l'heure de l'élaboration de la loi. Comment est-ce qu'on élabore la loi? Il y a un autre sujet qu'on a en France, c'est la maintenance de la loi. Et là, on ne dira jamais assez que le sujet n'est pas que le Code du travail, qui est complexe, obèse, tout ce qu'on voudra, mais aussi la jurisprudence, le droit du travail en France. En fait, le problème de la France, c'est qu'on a un peu les inconvénients des deux systèmes, un peu de la common law anglo-saxonne et du droit continental écrit. C'est-à-dire qu'on a un droit écrit extraordinairement volumineux, mais il est tellement volumineux qu'il génère des vides juridiques, qui génère des imperfections dans tous les coins. Et du coup, c'est le juge qui vient combler avec sa jurisprudence, et on a une jurisprudence extrêmement forte et très structurante. On a évoqué certains sujets, le principe d'égalité, l'obligation de résultat en matière de santé et de sécurité au travail, qui est une création jurisprudentielle. Toute la jurisprudence sur le droit du licenciement, elle est jurisprudentielle. Les textes français ne sont pas plus contraignants pour l'entreprise, sur les grands principes du droit du licenciement que les textes allemands, par exemple. C'est pas vrai. Mais le problème, c'est que le juge français n'est pas le même que le juge allemand. Alors, pour pallier ces difficultés, ça a déjà été un peu évoqué, on peut imaginer que les juges se parlent entre eux, qu'il y ait des conférences peut-être annuelles avec les partenaires sociaux. On pourrait imaginer que quand il y a une difficulté d'interprétation d'un accord collectif, le juge demande aux partenaires sociaux comment il faut interpréter l'accord. Par exemple, on pourrait imaginer ce genre de choses. Maintenant, l'accord, il est peut-être illégal, auquel cas le juge ne l'appliquera pas. Mais au moins, quand il y a une difficulté d'interprétation, on pourrait peut-être demander aux partenaires sociaux leur interprétation, et cette interprétation aurait la même force que la norme conventionnelle. On peut imaginer ce genre de choses pour améliorer le fonctionnement. De la même façon qu'on va chercher l'esprit de la loi. Évidemment, dans les débats parlementaires. Mais bien sûr. Je rejoins tout à fait. D'ailleurs, dans le projet de travail, il me semble qu'il y a des dispositions qui rendent obligatoire l'écriture d'un préambule au moment des accords, pour permettre aux juges de pouvoir avoir la philosophie. Oui, mais en même temps, là, justement, oui, je vois très bien, c'est les accords offensifs. Mais alors là, encore une fois, on a un bel exemple de la norme qui encadre exactement tout ce qu'il faut faire. Je rappelle, par exemple, qu'il y a eu, dans la loi de 2013, il y avait quelque chose d'intéressant qui était les accords défensifs, les accords de compétitivité emploi, comment on appelle ça, les accords de maintien dans l'emploi. Bon. Il est tellement encadré par 5 ou 6 critères légaux qu'aucune entreprise n'a pu le négocier. Enfin, il y en a une dizaine, je crois, c'est ce que dit le MEDEF, je crois que c'est vrai. Voilà, donc on a de beaux exemples de cas où la loi encadre terriblement la négociation collective. Donc là, on est dans un cas où ça ne sécurise pas, contrairement à ce qu'on voudrait, ça ne sécurise pas l'accord, ça l'interdit carrément. Moi, je parlais plutôt de dispositifs qui permettent aux juges de dialoguer un peu avec les créateurs de la norme. C'était ça mon point. Ouais. Non, ce qui est savoureux dans ce que vous dites, c'est que en fait, ces dispositions législatives, elles viennent de l'accord interprofessionnel lui-même. Donc, c'est les partenaires sociaux qui ont fixé aux législateurs le cadre. Voilà. Exactement. C'est pas le législateur qui a fixé le cadre aux partenaires sociaux. Quand je lis les accords nationaux interprofessionnels signés par le patronat, les bras m'en tombent. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'un chef de bureau, encore une fois, du ministère du Travail, je les connais bien, aurait pu rédiger des monstres comme ça. Bon. Je prends un exemple extraordinaire.
il y a eu dans le même accord de 2013, il y a eu une contrainte supplémentaire, vous savez, sur le travail à temps partiel, la fameuse limite de 24 heures. Bon, sous tout un tas de conditions, mais il y a des dérogations possibles, mais c'est un nid à contentieux, etc. Maintenant, à partir de 2015, les nouveaux contrats à temps partiel ne peuvent pas être inférieurs à 24 heures, avec, encore une fois, plein de dérogations, etc. La CGPME a hurlé à la mort. Parce que pour les petites entreprises, c'est vrai que ça peut poser un problème. Mais la CGPME a signé cet accord. Donc on est quand même dans des situations abracadabrantesques où le patronat, apparemment, ne sait pas ce qu'il signe. Ou alors il y a un problème de professionnalisme. De ce côté-là aussi. Donc. Mais bien sûr. Laurent Marquet-Vassaux. Oui, je crois qu'il faut effectivement essayer d'adopter toutes les mesures qui permettent de rendre plus intelligibles les accords, de les sécuriser. Mais dans le dispositif tel qu'il a été évoqué, c'est un point qui n'est pas encore obligatoire. Hein. Le préambule peut être introduit dans l'accord pour en donner le sens, pour en donner la portée, pour limiter le contentieux, mais son absence ne sanctionne pas l'accord de nullité. Donc c'est un petit pas qu'on avance en cette matière. De la même façon, le rapport de Jean-Denis Combrexel comprenait un certain nombre de suggestions sur la limitation du droit d'agir à l'encontre des accords collectifs ou d'encadrer le contentieux de l'accord collectif. Parce que je pense qu'il avait très bien identifié le fait que créer cette norme suppose aussi de la sécuriser si on ne veut pas revenir vers des errances qui remettraient en cause le droit né de la négociation collective. Mais il faut se limiter, vous l'avez rappelé, à un encadrement trop strict des accords collectifs. Il faut faire le pari des acteurs qui sont en mesure de signer, de négocier et d'évoluer vers une culture de cette négociation qui permette de produire des effets davantage que d'encadrer. Je crois qu'il faut libérer ces énergies. La négociation d'entreprise, elle est réelle. Hein. Il y a 35 000 accords d'entreprise qui sont signés chaque année. Alors, ils ne sont pas tous d'une valeur exceptionnelle parce qu'ils sont, vous l'avez rappelé, le fruit d'une obligation de négocier. Et dans l'entreprise, on le voit concrètement. La négociation, c'est plutôt une contrainte, ou en tout cas, c'est pour nombre d'entreprises une contrainte davantage que étant regardé comme donnant une aptitude à signer des accords qui sont porteurs de valeur, mais on peut faire le pari d'une évolution culturelle en cette matière. Xavier Je Moulin. pense qu'encore une fois, il faut rester concentré sur la philosophie, sur la vision, et au fin de pouvoir répondre à la question « un autre droit du travail est-il possible ?» ou « le droit du travail réforme impossible pour l'interrogation ou pas ?» Je pense que tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de passer d'une dynamique de conflit, une dynamique de lutte, une dynamique de combat qui marque encore trop notre culture sociale française, à une dynamique de co-construction qui, elle-même, favorise la nécessaire confiance qui doit exister dans l'entreprise pour créer les normes qui sont les plus adaptées. Quand j'entends, et ça, vos deux propos me font réagir sur ce point-là, quand j'entends et je lis encore aujourd'hui qu'on parle d'accords offensifs, qu'on parle d'accords défensifs, on peut se poser quand même la question: est-ce que ce sont les bons éléments de langage, le diable se cachant dans les détails, est-ce que ce sont les bons éléments de langage pour créer un environnement sain et serein de nature à favoriser la négociation dans l'entreprise? Je pense qu'il faut s'interroger sur ces points-là, rien que sur les éléments de langage que l'on utilise. Dominique. Oui, moi, je pense, la question fondamentale, moi, ça me paraît être la question de la confiance que disait Bertrand Martineau, c'est-à-dire nous sommes dans un pays où on voit bien qu'il y a des possibilités qui sont offertes aux négociateurs, qu'ils soient patronaux ou syndicaux. Mais ils ont une vraie difficulté à s'engager dans ces processus-là. Je prendrai un exemple, la base de données unique. Bon, elle a maintenant quelques années d'existence. Hein. On pourrait d'ailleurs en tirer quelques enseignements. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de syndicalistes, et d'ailleurs beaucoup trop nombreux, qui n'ont pas, comment dirais-je, la volonté de l'utiliser pleinement pour Absolument. mener à bien les processus de négociation. Donc il y avait une demande qui était très ancienne des syndicats en disant on veut avoir les éléments, on veut discuter stratégie, etc. On leur donne là tous les éléments qui leur permettent de pouvoir se faire un avis et pouvoir en tout cas mener des négociations sur ce sujet, et on s'aperçoit qu'ils ont une vraie difficulté à y rentrer, et à l'utiliser en tout cas. Le deuxième sujet, qui est aussi un vrai problème, c'est qu'on est passé de la période des 30 Glorieuses où on discutait des accords qui étaient des accords où on obtenait quelque chose, hein, en matière de salaire, de conditions de travail. C'était très séquencé, on négociait les accords les uns après les autres. Aujourd'hui, on peut négocier des accords qui sont des accords globaux, où on parle à la fois emploi, on parle à la fois salaire, conditions de travail, etc. Et donc, dans l'accord lui-même, il y a des aspects positifs et des aspects qui peuvent être
un peu moins positif, en tout cas c'est vécu comme tel par les syndicats. Et donc c'est l'articulation de ces thèmes de négociation dans une même négociation qui fait que certains peuvent considérer qu'on peut avancer d'un certain point de vue et reculer sur d'autres aspects. Et donc c'est cette articulation qui devient aujourd'hui au centre du jeu de la négociation collective. Et qui introduit de la complexité quand même. Et qui introduit la complexité, d'où la nécessité de les former, de les mettre en situation de pouvoir négocier correctement. Oui, je pense qu'il faut oublier le titre de l'ouvrage de François de Closet, où citiez René Girard, toujours plus mène dans le mur. Donc à un moment donné, il faut avoir la capacité de se poser avec des collaborateurs, représentants syndicaux, délégués syndicaux dûment formés, passés par les formations de dialogue, et qui sont en capacité de comprendre quels sont les intérêts de l'entreprise, et plus exactement les enjeux de l'entreprise. Et quand je parle des enjeux de l'entreprise, je parle des enjeux de l'entreprise dans son ensemble, avec son collectif de travail. Et qu'on n'est pas dans une lutte actionnaire versus collaborateur, on est dans une dynamique collective globale qui a vocation à créer de la valeur. Et donc il faut écouter naturellement les attentes sociales, mais il faut écouter également les attentes des actionnaires, il faut écouter les attentes des clients. Il n'y a qu'en écoutant et en dialoguant qu'on arrivera durablement à se développer en tant qu'entreprise. On constate quand même en France une forme de récurrence de ce type d'événement, puisqu'on a vécu ça avec le CPE, on a vécu ça avec les retraites, on vit cette situation avec le droit du travail, avec la réforme souhaitée du droit du travail. Il y a une phrase qui dit lorsque un problème n'a pas de solution, c'est que le problème est devenu une solution en soi. Est-ce que les tentatives de réformer en France ne sont pas en fait un problème qui est devenu une solution pour que les acteurs en présence, qui refont toujours un peu la même chose, trouvent une forme d'écologie existentielle? Je crois qu'il y a deux niveaux de réponse. Le premier, c'est que, disons, à long terme, le sujet, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Jean-Dominique Simon-Poli, c'est la confiance. Sans la confiance, au moins au niveau de l'entreprise, ça ne marchera pas. Et le problème, c'est que la confiance ne se décrète pas, et même, elle ne se met pas dans la loi. Donc il faut rester humble sur ce que peut faire la loi. On est dans un pays très légaliste où la plupart des hommes politiques pensent qu'il suffit de faire une loi pour changer la réalité. En fait, la réalité résiste, et pas que dans le domaine du droit du travail. Donc il y a cette dimension de confiance. Il y a aussi autre chose, il y a aussi une dimension vraiment politique. Parce que le point commun de tous les échecs qui ont eu lieu ces dernières années, et on parlait du CPE, c'est qu'il n'y avait pas de préparation politique. Le CPE était sorti de nulle part. Je rappelle, mars 2006, je crois que c'est ça, ou février, enfin quand il est sorti, ça devait être en février 2006, il n'est sorti de nulle part. Non seulement il n'avait pas été négocié ou concerté avec les organisations syndicales et patronales, enfin du moins très peu, sauf comme ça, quelques coups de fil, mais ça, à la limite, moi je considère que le politique a le droit de déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, c'est pas ça qui me choque le plus. Mais enfin, ça n'avait jamais été annoncé. Jacques Chirac, en 2002, n'avait pas été élu pour réformer le contrat de travail, et surtout pas de manière aussi fondamentale. Inversement, en 2008, il y avait une préparation d'artillerie extraordinaire en 2007. Le candidat qui avait été élu, Nicolas Sarkozy, avait fait campagne à fond sur le thème « je vais dézinguer », enfin, excusez-moi cette expression, « je vais dézinguer les 35 heures », qui sont une horreur absolue, et il en parlait matin, midi et soir. Bon. Donc, un syndicaliste ou un citoyen qui n'était pas au courant qu'il allait se passer quelque chose, c'est qu'il n'écoutait pas la radio, il ne regardait pas la télé, il ne lisait pas les journaux, etc. Il y avait une préparation d'artillerie. Là, effectivement, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a eu un problème de préparation d'artillerie politique qui n'a pas eu lieu. Donc, une condition nécessaire, mais pas suffisante, c'est qu'il y ait quand même un contexte politique, avec un gouvernement qui a un mandat à peu près clair, avec des choses qui ont été débattues devant les citoyens. Et là, on peut imaginer qu'on peut faire des choses. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il ne faut pas s'imaginer que n'importe quel programme de transformation du droit du travail en 2007 passera comme une lettre à la poste au motif que 51% des Français auraient voté pour. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, c'est une condition nécessaire. Et cette préparation en amont, donc, effectivement, on imagine bien qu'elle est fondamentale. Mais en admettant, Jean-Dominique, que le gouvernement ait rencontré en amont les syndicats pour pouvoir effectivement prendre la température sur ce qui aurait pu être ou ne pas être acceptable, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je ne sais pas. Enfin, ce qu'il y a, c'est qu'on a affaire quand même à des organisations institutionnalisées qui sont, pour certaines d'entre elles, très jacobines. Et c'est la culture de notre pays d'ailleurs, et la culture des relations sociales. Il suffit de voir comment le syndicalisme est apparu en France, dans quelles conditions et autres, pour comprendre pourquoi on est dans ce genre d'affrontement. Moi, ce qui me paraît plutôt intéressant à noter, et ce qui me rend plutôt positif, optimiste en tout cas pour l'avenir, c'est que d'une part, là où on parlait tout à l'heure des PSE, là où on a engagé un processus de cette nature, on voit
que les partenaires arrivent in fine à s'en emparer et à avancer. Et puis, la nouvelle génération, enfin moi ce qui me frappe, c'est que cette difficulté à trouver cette nouvelle génération dans le syndicalisme aujourd'hui, et si on veut demain lui permettre de pouvoir y accéder et pouvoir jouer son rôle et pouvoir revitaliser le syndicalisme, il faut que les syndicats arrivent aussi à tenir compte de ces aspirations nouvelles. Et dans ces aspirations nouvelles, il y a cette volonté, c'est ce que vous disiez l'un et l'autre, de pouvoir maîtriser son existence pour chacun. La singularité de l'individu, elle devient aujourd'hui quelque chose de central. Et si on ne permet pas aux organisations syndicales de pouvoir s'emparer de tout ça, à travers la négociation collective et en particulier dans l'entreprise, on passera à côté de quelque chose de profondément fondamental. Et puis il faudra bien trouver des syndicalistes avec qui négocier. Je parle du côté des entreprises, là. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour que demain, les entreprises favorisent le fait syndical? Enfin, moi, je suis d'une génération où celui qui faisait du syndicalisme, il n'avait plus de carrière professionnelle. Oui. Hein, on me disait même, tu fais du syndicalisme, mais c'en est terminé pour ta carrière. Oui. Mais c'est encore vrai. Oui, mais si malheureusement on continue dans cette voie-là, demain, on n'aura pas de jeunes dans le syndicalisme. C'est tout à fait clair, parce qu'ils préféreront conserver leur carrière professionnelle plutôt que faire du syndicalisme. Et donc, comme on voit aujourd'hui que la négociation collective avec les partenaires sociaux, ça va devenir l'alpha et l'oméga de la vie collective en France, mais il est clair qu'il faut favoriser cette émergence de jeunes syndicalistes et avec des pratiques nouvelles du côté des entreprises. Et probablement une formation adaptée. Une formation adaptée pour les deux parties d'ailleurs, parce que c'est vrai pour les syndicalistes, mais c'est vrai aussi pour les équipes RH. Les équipes RH, oui. Xavier Moulin, lors de notre discussion de préparation de cette matinale, vous disiez, et vous l'avez redit d'ailleurs, que le dialogue social est pour vous un facteur et un élément de performance de l'entreprise, ce qui me paraît extrêmement optimiste quand je vois le nombre de RH qui pensent que le dialogue social est un pinceau et est vécu comme quelque chose non seulement de lourd, de coûteux, mais de particulièrement fastidieux. Le dialogue social est un coût, mais il faut prendre ce coût comme un investissement et en avoir la conviction et pouvoir échanger naturellement avec les opérationnels, avec les managers de terrain, avec les dirigeants, avec les actionnaires, qu'un bon dialogue social favorise une bonne performance sociale. Et comme je le disais tout à l'heure, cette performance sociale, elle fait la courte échelle à la performance économique, elles se font la courte échelle réciproquement. Et il y a déjà eu des analyses qui ont été faites sur le sujet et qui ont montré que dès lors qu'une entreprise favorisait le dialogue social, dès lors qu'une entreprise écoutait ses collaborateurs et qu'on avait donc des collaborateurs heureux, l'objectif n'est pas d'avoir des collaborateurs heureux, c'est un moyen pour avoir une entreprise performante. Et donc, il faut faire en sorte que nos collaborateurs soient dans de bonnes conditions pour pouvoir délivrer la performance attendue au service du collectif, la notion de partage de la valeur, et au service des actionnaires. Donc oui, naturellement, le dialogue social, définitivement, est un levier au service de la compétitivité des entreprises. Merci pour cet élément. Notre matinale a une coutume, c'est de laisser la parole et les questions ouvertes à nos auditeurs et à notre auditoire. Est-ce que sur ce plateau, est-ce que dans l'auditoire, vous avez des questions, des remarques à apporter à nos invités? On va répondre à la question. Bonjour, vous avez parlé de négociation syndicale comme si c'était l'évidence. Pour autant, c'est peut-être oublier que beaucoup d'entreprises, et notamment des grandes, sont dépourvues d'organisations syndicales. Ma question est de savoir quel est votre sentiment sur le développement de la négociation dérogatoire au sein des comités d'entreprise, au sein des comités d'établissement, avec des délégués du personnel, qui seraient peut-être plus pragmatiques et dépassionnés. Jean-Dominique ? Oui, moi je vais vous donner mon avis. Je suis opposé à ce genre de pratique. Je considère que la négociation collective, d'autant plus dans l'entreprise, il faut qu'elle se déroule en présence d'organisations syndicales. Moi, j'avais défendu ça dans la commission Combrexel, je n'ai pas été suivi, donc je peux le redire tout à fait tranquillement. Je suis favorable à ce que les élus non syndiqués rentrent dans un syndicat avant de pouvoir négocier. Ce n'est pas les syndicats qui manquent en France, hein, donc on peut choisir son syndicat. Voire même avec la loi de 2008, on peut en créer un, ouais. Un nouveau. Donc on peut vraiment y arriver. Pourquoi rentrer dans un syndicat ? En tout cas, pourquoi s'affilier à une organisation syndicale ? Tout simplement parce que c'est se donner les moyens de pouvoir être aidé dans la négociation collective face à son organisation de direction, à sa direction ou à son organisation patronale. C'est uniquement un problème d'outillage
on ne peut pas laisser, c'est vrai qu'il y a un vrai problème, si on laisse un individu seul face à son employeur pour négocier, il y a un lien de subordination qui existe. Ça, c'est un point sur lequel certains syndicats le mettent en avant d'ailleurs pour justifier leur opposition. Mais je pense que c'est un problème en soi. Donc il faut aider le négociateur du côté salarié à pouvoir, là aussi, à pouvoir bien négocier et le faire à travers une organisation syndicale. Ça me paraît tout à fait nécessaire. D'autres remarques? D'autres réponses? Oui, je serais un peu plus nuancé. Moi, je crois quand même qu'il y a un sujet aussi de formation à la négociation et de formation technique des institutions représentatives du personnel. Et un délégué du personnel pourrait très bien avoir cette formation. Pour des raisons qui lui appartiennent, la baisse du sentiment, de la volonté de militantisme, etc., vous tomberez sur des délégués du personnel ou des représentants au comité d'entreprise, des membres du comité d'entreprise qui ne voudront pas se syndiquer. Et pour autant, c'est des gens qui ont été élus quand même, sur une base totalement démocratique, qui sont des gens peut-être parfaitement professionnels, qui seraient des bons négociateurs, peut-être qui pourraient négocier sur des sujets qui ne sont pas extraordinairement compliqués, parce que dans certaines entreprises, il y a aussi des sujets simples quand même. Un problème de négociation sur une prime, etc. Je pense que quelqu'un de relativement éduqué, c'est quand même... Les salariés français, quand même, d'année en année, sont extraordinairement plus éduqués que dans les années 60 ou 70, quand même, sur la période où s'est édifié notre droit de la négociation sociale. Donc, je pense qu'il faudrait laisser plus de place, quand même, aux élus d'entreprise. Il faut sans doute l'encadrer de manière, si possible, pas bureaucratique, avec la fameuse commission de branche qui vient ensuite valider ou pas les accords qui ont été négociés. Il y a une réflexion à faire. Je ne serais pas aussi syndicalophile que vous de ce point de vue-là. Désolé Jean-Dominique, mais je rejoindrai également la position de Bertrand. Je serais aussi beaucoup plus nuancé. J'approcherais le sujet plus par la compétence et la capacité à négocier et par la légitimité à le faire que par le fait qu'il soit syndiqué ou non. Donc si on a au sein d'un comité d'entreprise ou quelques instances du représentant du personnel, qu'ils soient des hommes et des femmes et des hommes en capacité de négocier, je pense qu'il ne faut pas se priver de cette capacité-là. Merci. Une autre question? Je voulais rebondir sur ce point-là, parce que je pense que la formation des syndicats, elle est extrêmement importante. Et elle fait défaut très très souvent. On a des délégués syndicaux qui sont délégués syndicaux parce qu'ils ont tapé à la porte d'un syndicat pour avoir un mandat et qui ont ce mandat, auquel les syndicats délèguent ce mandat, mais ne s'occupent pas du tout de savoir ce qui se passe dans l'entreprise et comment ils abordent les négociations, comment ils abordent les problématiques, etc. Et du coup, je partage vos opinions aux uns et aux autres, en ce sens qu'il faut avoir le bon interlocuteur pour négocier. Et ce bon interlocuteur, ce n'est pas forcément le syndicat, parce que le syndicat ne s'occupe pas forcément de former les personnes qui sont mandatées pour négocier. Oui, d'aucuns disent même qu'un syndicaliste sur deux est devenu syndicaliste pour se protéger. Oui, mais moi, je vais jusque-là. Ça existe, on est d'accord, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est vraiment la capacité à négocier, la capacité à comprendre les problématiques. Enfin, moi, j'ai été amenée à négocier un accord GPEC. Ça a été très, très, très compliqué. Ouais. La formation qui a été suivie par les syndicats, enfin, moi, je l'ai trouvée épouvantable. Et je pense que c'est eux qui se sont trouvés le formateur et qui n'avait rien compris lui-même à la problématique GPEC. Donc ça a été très, très compliqué. Oui, oui. Mais c'est effectivement ce qu'on dit aussi, c'est que c'est tout à fait récent qu'on propose aux syndicalistes de pouvoir bénéficier de formations qui vont les mettre à niveau d'être des interlocuteurs crédibles. Ça date quoi Aujourd'hui, c'est les syndicats qui ils autofinancent leur formation, le budget de fonctionnement, etc. L'employeur finance très très peu de formations syndicales. Oui. Et puis à qui elle s'adresse? J'entendais parler de Sciences Po. J'ai jamais rencontré un délégué syndical formé à Sciences Po. Vous me direz d'où Nous en avons, nous pourrons vous les montrer. Jean-Dominique, Non, mais vous avez raison sur la dimension de formation, c'est tout à fait essentiel. Et en même temps, ils n'ont pas, c'est leur problème, ils n'ont pas le même staff que vous pouvez avoir dans les grandes entreprises. Vous êtes accompagné, vous avez des brillants avocats qui vous accompagne. Hein. Les syndicalistes aussi. Oui, parfois même. Hein. Mais c'est plus compliqué pour des syndicalistes de s'emparer. En plus, ce que disait Bertrand Martineau, c'est tout à fait vrai. Il faut voir quand même aujourd'hui ce que c'est que la négociation d'entreprise. Même du côté des DRH, moi j'en ai plein qui me disent on n'y arrive plus.
on passe d'un thème à l'autre. Hein. Ouais. On évoquait les différentes lois. Tous les décrets ne sont pas sortis sur la loi Rebsamen, que déjà, à la DGT, on travaille sur la loi El Khomri. Vous vous rendez compte de la vitesse à laquelle tout ça se produit? Et il faut assimiler tout ça, plus toutes les obligations de négocier. Parfois même sur des sujets qui ne sont pas des sujets simples. Alors, vous avez des syndicalistes qui n'y arrivent plus. Hein. Il y en a certains qui me disent... D'ailleurs, on demande à l'expert de négocier à notre place. Ouais. On voit l'expert, on dit l'expert se débrouillera et il négociera à notre place. Mais ce qui n'est pas d'ailleurs une bonne solution. Non, en tout cas, il y a un vrai problème de multiplicité de thèmes de négociation dans l'entreprise et de capacité à pouvoir y répondre. Oui, d'ailleurs, c'est très significatif Ah oui. de voir que maintenant, systématiquement, sur une problématique précise, on a une expertise. En fait. Ah oui, oui, C'est, ça, c'est un vrai sujet. Hein. ça coûte une fortune, d'ailleurs. Et je rebondis sur le point qui était évoqué tout à l'heure, sur la frilosité dans ce que Jean-Dominique pouvait appeler de ses voeux l'obligation de se syndiquer pour pouvoir négocier, qui faisait apparaître aussi une certaine frilosité de certains à se syndiquer. Je pense qu'on touche du doigt un autre sujet, qui pour moi est la nécessaire mutation d'un syndicalisme de combat à un syndicalisme de service. Et si un collaborateur veut s'engager dans la défense du collectif, il n'a pas forcément envie de s'engager dans une organisation syndicale qui, pendant des années, a représenté une certaine idée de la société au sens large et défend parfois, et encore un peu parfois prisonnière, et je citerai aucun nom, parfois encore un peu prisonnière de ses dogmes. Et donc il est important de valoriser ceux qui ont les compétences, ceux qui ont l'envie, ceux qui du coup en auront la légitimité pour pouvoir être des acteurs dignes de ce nom et dignes de confiance pour négocier les accords d'entreprise et créer les normes qui permettront à l'entreprise de s'adapter. Oui, ça renvoie effectivement au concept de lutte des classes, qui quand même, quelque part, existe encore un peu. Puisque à chaque fois qu'on dit, on parle d'acquis qui ont été durement négociés quand ils ont été négociés par la lutte, non? On vient de là. Oui, oui, mais il y a une... franchement, quand il s'agit d'une négociation ponctuelle et pas au long cours, etc., moi, je comprends très bien que quelqu'un n'ait pas envie de se syndiquer, mais qu'ayant cette légitimité démocratique malgré tout dans l'entreprise, il soit parfaitement légitime à négocier avec l'employeur. Ce n'est pas quelque chose qui me surprend, qui me choque particulièrement. En même temps, je serais, comme Jean-Dominique, très attentif à ce qu'il n'y ait pas des manœuvres de contournement du syndicat. C'est-à-dire que c'est parce que là, encore une fois, c'est très important. On ne peut pas tenir deux discours à la fois différents. On veut négocier l'entreprise, mais surtout, on veut surtout affaiblir les syndicats. Les patrons responsables n'ont rien à gagner à avoir en face d'eux des gens qui sont élus de nulle part, qui sont des intersyndicales sauvages ou des gens de syndicats totalement extrémistes, etc. Il faut essayer de structurer tout ça. D'autres questions, remarques, interrogations dans la salle? Oui, par ici. Oui, vous parliez tout à l'heure d'absence du débat présidentiel et de communication gouvernementale sur le sujet de la réforme du droit du travail. Et puis, vous parliez aussi des réactions face à cette réforme qui sont des réactions sociales, en tout cas beaucoup plus larges que le sujet du droit du travail. Et en revanche, le débat qui a été présent, c'est le débat sur le chômage, la courbe du chômage. Est-ce que finalement, on ne peut pas lire cette proposition de réforme comme un outil de lutte contre le chômage? Et du coup, je voudrais avoir votre avis sur est-ce qu'une réforme du droit du travail, celle-ci ou une autre, peut être un outil efficace de lutte contre le chômage et sachant que derrière le chômage, on a aussi la question des inégalités sociales qui se posent face aux difficultés d'accès à l'emploi. C'est vrai qu'on n'a pas abordé ce lien. Deux remarques. La première, c'est que s'il y a une catégorie de la population qu'on n'entend pas, c'est bien les chômeurs. Les chômeurs ne défilent pas, les chômeurs ne protestent pas, les chômeurs ne cassent pas, les chômeurs n'envahissent pas les entreprises ou ne bloquent pas les centrales nucléaires. Voilà. Donc il y a un vrai sujet de représentation des chômeurs. Donc, ça nous emmènerait un petit peu loin, mais clairement, les gens qui négocient, qui sont à la table des négociations, ne négocient pas au nom des chômeurs. Ce n'est pas vrai. Hein. Il faut quand même rappeler la sociologie de ces grandes organisations que sont par exemple la CGT et FO. C'est quand même des hommes âgés dans le secteur public ou parapublic. Quand même, il faut dire les choses. Alors c'est des gens tout à fait respectables, tout à fait, comme ils ont toutes les qualités du monde. C'est vrai aussi qu'ils ne sont pas spontanément sur le sujet chômage. Bon. Il n'y a pas de syndicat. Et je passe sur les retraités qui, par définition... Il n'y a pas de syndicat de chômeurs, effectivement. Alors maintenant, sur la question du lien avec l'emploi, bon, il est clair que là, cette réforme, enfin cette loi telle qu'elle est,
qui a y compris des éléments positifs techniques, encore une fois, sur tout un tas de sujets. On ne peut pas dire que sur 200 pages, il n'y a rien. On n'écrit pas 200 pages avec absolument rien dedans, quand même si la loi est bavarde, il y a quand même des choses. Bon, en revanche, évidemment, il n'y a aucun grand soir qui permettrait d'envisager un impact vraiment positif et significatif sur l'emploi. Vous parlez aussi des inégalités, donc chômage, inégalités, etc. Et là, je crois que c'est pas pour dire que tout ce dont on parle n'est pas important, c'est évidemment très très important, mais il faut aussi arrêter de tout attendre ou de trop attendre du droit du travail. Le droit du travail, même un droit du travail plus efficace, mieux écrit, plus sécurisé, plus simple, enfin, tout ce que vous voulez, c'est pas ça qui donnera du sens dans une entreprise, c'est pas ça qui donnera du sens politique ou dans une société. Le droit du travail n'est pas forcément le seul instrument pour lutter contre les inégalités. Le droit du travail n'est pas le seul instrument pour résoudre le problème du chômage. Il faut arrêter en France, et on est des spécialistes du droit du travail, donc on est porté à penser que c'est très important. Mais quand même, il ne faut pas croire que le droit du travail est la mère de toutes les batailles et qu'on peut tout faire avec le droit du travail. Il faut regarder la fiscalité, il faut regarder les institutions politiques. Il y a plein de réformes à faire en France. Le droit du travail n'est pas le seul sujet, encore une fois. Donc il ne faut pas trop en attendre et de presser sur un bouton en faisant telle réforme de droit du travail, on fait baisser le chômage, on réduit les inégalités ou on les accroît. C'est franchement pas le seul vecteur. Non, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de lien automatique. Enfin, je tempérerai le point. D'abord, il y a un certain nombre d'experts qui, économiquement, ont essayé de chiffrer les effets, notamment COREX-ECODE, attachés à l'application d'une disposition légale de cette nature. Donc, il n'y a pas de lien automatique, mais on ne peut pas dire qu'il y a une absence totale d'études sur ce sujet. Deuxièmement, je pense que la façon dont notre pays construit son droit du travail et le fait évoluer est un élément qui peut être positif en termes d'emploi. On le voit des investisseurs étrangers, on le voit du regard que portent les étrangers sur notre droit du travail, et donc notre aptitude à porter des réformes profondes et à adapter notre droit au niveau de l'entreprise par des organisations syndicales est de façon certaine un facteur d'investissement et un facteur de plus grande souplesse dans la gestion des entreprises. Donc ce lien mécanique, il n'existe pas. Il n'est pas mécanique, mais il existe certainement. Il n'est pas mécanique comme certains voudraient nous le faire. Bien sûr, si nous brûlions le code du travail, on créerait probablement des emplois. Enfin, oui, j'exagère un peu, mais enfin... Il y a eu un débat, rappelez-vous, au moment il y a quelques semaines, sur le thème faciliter les licenciements, ça permettrait de créer des emplois. Je ne sais pas d'où d'ailleurs ce débat est apparu au moment du débat autour de la loi, en première lecture à l'Assemblée. Mais certains ont agité le spectre de, si, soi-disant, en facilitant les licenciements, on allait créer des emplois. Alors que c'est nulle part. Alors que c'est nulle part. Voilà. Donc, Oui, mais ça passe par des canaux. Voilà, il y a un lien. Enfin, moi, je serais le dernier à dire que le droit du travail n'a aucun impact sur l'emploi. Enfin, penser que la réglementation du marché du travail, enfin, du droit du travail n'a aucun impact sur les décisions d'embauche. Enfin, faudrait quand même être dans une économie vaudou, vous voyez. Bon, donc bien sûr que ça a un impact. Ça a aussi un impact, et c'est très important, sur la répartition des risques. C'est-à-dire, aujourd'hui, le droit du travail fait que l'essentiel des risques sociaux est porté par une minorité. Les chômeurs, les précaires, les travailleurs faussement indépendants, économiquement dépendants, et les jeunes, bien sûr, qui sont surreprésentés dans ces catégories. Donc, une réforme du droit du travail, c'est aussi une répartition différente des risques. Mais ce n'est pas forcément une baisse massive, significative du chômage. Moi, en tant qu'économiste, je peux vous dire que le problème du SMIC et du coût du travail au niveau du SMIC, probablement l'évolution du SMIC depuis les années 80, enfin 70-80, a sans doute détruit beaucoup plus d'emplois que ne pourrait en créer une réforme sur le droit du licenciement. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire une réforme du droit du licenciement, bien entendu. Là, je suis complètement d'accord. Enfin, c'est un levier, mais très clairement, ce n'est pas le seul levier. Est-ce que c'est le levier le plus efficace ? On pourrait en discuter également. Mais de la même façon qu'on l'a dit, et je pense qu'on partage cet avis autour de la table, que la confiance définitivement ne se décrète pas, elle se construit dans la durée. L'emploi ne se décrète pas, en tout cas dans un environnement d'économie de marché pour une entreprise privée. On crée de l'emploi si on a des clients et qu'on augmente notre chiffre d'affaires, et donc on crée de l'emploi durable. Mais il ne faut pas tout attendre, en effet, d'une loi travail pour créer de l'emploi. Surprotectrice, de la même façon que les aides à l'emploi sont comme un cautère sur une jambe de bois. On voit bien leur inefficacité sur la durée, et en plus, leur manque de lisibilité pour ceux qui ont vocation à les utiliser. Qui aujourd'hui est capable d'identifier facilement toutes les aides à l'emploi ? Oui, tout à fait. Le temps passe, je vous propose de prendre une dernière question, et nous allons devoir... conclure cette matinale. Oui, très brièvement, une remarque en fait et une question. La première remarque, je crois qu'effectivement le sujet central, c'est la confiance.
On voit d'ailleurs dans les sondages que quand on demande aux Français est-ce qu'ils ont confiance dans les politiques, les taux sont quand même très très bas, quels que soient les politiques. Si on veut que la confiance existe au niveau de l'entreprise, il faut aussi apporter de la sécurité. Quand on regarde le succès des ruptures conventionnelles, elles sont liées au fait qu'une fois qu'on a un accord qui est signé, il ne peut pas être remis en cause et il est véritablement applicable. Il faudrait pouvoir trouver au niveau de l'entreprise des moyens aussi efficaces qui apportent autant de sécurité. Donc ma question c'est, est-ce que l'accord majoritaire qui aujourd'hui est brandi comme un peu une solution est ce moyen-là? Et est-ce qu'il faut aussi associer à cet accord majoritaire une arme supplémentaire, je dirais, comme le politique là, lorsqu'il n'a pas la majorité au niveau du Parlement, où il a le 49-3, est-ce que le référendum ne serait pas le 49-3 du DRH? Alors l'accord, sur la question de l'accord majoritaire, il ne va pas sécuriser en tant que tel les dispositions de l'accord lui-même. C'est-à-dire qu'il ne va pas donner à ces acteurs une sécurité juridique lui permettant de penser qu'il ne sera pas contesté, qu'il ne sera pas mis en cause. La philosophie de l'accord majoritaire, c'est la légitimité en réalité de l'accord, mais ce n'est pas sa sécurisation juridique. Sur la question du référendum, elle a déjà été pour partie abordée, c'est une autre logique. C'est-à-dire qu'on peut penser que si on veut construire un système de relations sociales sur des interlocuteurs forts, il faut sans doute éviter que le référendum les affaiblisse en réalité et donc soit utilisé dès lors que les organisations syndicales ne sont pas en mesure de conclure l'accord au regard de la légitimité qui les fonde, c'est-à-dire l'audience électorale. Donc on voit quand même qu'on est sur deux logiques un peu différentes. En revanche, je pense que sur la question du référendum et de l'aptitude des salariés non syndiqués à signer des accords collectifs, il faut trouver les voies dans les entreprises qui sont dépourvues d'organisations syndicales. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit très pragmatique. On a beaucoup parlé de la négociation collective. Le taux de syndicalisation dans le secteur privé est un taux dont il faut rappeler qu'il est quand même extrêmement faible et qu'il a dramatiquement chuté depuis les années 70. Il doit être de 7-8%, on était sans doute à très au-delà dans les années 70. Donc il y a des réalités concrètes qui font que nous devons restaurer ce modèle, mais tant que nous ne l'avons pas fait, soyons pragmatiques et donnons la possibilité aux interlocuteurs, ne relevant pas d'organisations syndicales, de conclure des accords là où les entreprises en ont besoin. Sur la dimension, alors, sur les accords majoritaires, ce qui est important à noter, c'est que en fait, la règle des 50%, elle est relative, puisque dans la loi travail, on ne calcule pas les 50% sur la totalité des votants, mais sur uniquement ceux qui sont représentatifs. Donc ça redonne du poids à ceux qui sont un peu en dessous des 30, qui peuvent passer la barre des 30 comme ça. Enfin, c'est de la technique, mais elle a son importance pour recréer une majorité. Après, la dimension référendaire, c'est assez compliqué. C'est vrai qu'on peut comprendre les avis divergents. Pour ma part, je crois que même pour l'employeur, ça peut être un peu compliqué, parce que je faisais état tout à l'heure des accords qui sont des accords gagnant-gagnant, appelons-les comme ça, où il y a dans un certain nombre d'accords des possibilités, par exemple, d'investissement en contrepartie, de maintien de l'emploi et autres. Bon. Si on fait un référendum et que le référendum est négatif, ça veut dire que l'investissement ne peut pas avoir lieu. Donc ça met aussi en jeu les prérogatives du chef d'entreprise. Enfin, il y a eu un référendum au BHV il n'y a pas très longtemps sur le travail du dimanche où les salariés ont voté majoritairement contre. Bon, mais ça bloque tout le processus, parce que le problème du référendum, c'est que ça bloque tout le processus après. Donc, après, pour remettre le doigt dans la négociation collective, c'est plus compliqué. Oui. Donc, il faut manier ça avec extrêmement de prudence. Donc, c'est pour ça que moi, je n'ai pas un avis complètement arrêté sur le sujet. Je crois que le référendum a à peu près toutes les vertus et tous les inconvénients dans l'entreprise qu'il a au niveau national. C'est-à-dire que le référendum pour trancher un litige de manière assez solennelle, oui. Maintenant, le référendum comme voie de droit courant pour instaurer une sorte de démocratie directe sur des sujets techniques et complexes, je dirais non au niveau national et je dirais non au niveau de l'entreprise. Très bien. Mesdames, Messieurs, merci de votre présence à cette matinale. Le droit du travail, la réforme impossible, probablement pas. Probablement pas, à la condition effectivement de respecter un certain nombre de règles et de préparer correctement le terrain. Un autre droit du travail est possible, certainement, et je pense que nous en avons démontré les possibilités au cours de ce débat, riche et particulièrement interactif. Messieurs, je vous remercie de votre participation et de la qualité de vos interventions.
Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous remercie à nouveau d'avoir été des nôtres au cours de cette 4e matinale de notre cabinet. À très bientôt. Au revoir.